Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui, une semaine sur deux, vous parle de cinéma fantastique. Je suis toujours Corentin et Roman, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Mais ça va très bien après 5 semaines sans enregistrer, dû à des agendas divers et variés qui font qu'il a fallu décaler, d'autant plus qu'on peut enfin faire l'épisode dont on a parlé il y a 2 semaines maintenant, enfin deux épisodes, je me perds, 2 épisodes pour ce qu'on n'avait pas pu faire pour des raisons logistiques, mais qu'on peut enfin prendre le temps de faire. Donc c'est un épisode qui n'est pas consacré à un réel, qui n'est pas consacré à un pays, mais qui est consacré à autre chose. Roman, est-ce que tu veux en parler tranquillement ? Alors, donc c'est un épisode qui est dédié à la plateforme de SVOD Freaks On, qui est donc une plateforme dédiée au cinéma fantastique qui fait un peu la part belle au cinéma européen, principalement, et sud-américain surtout. C'est deux continents qui sont très représentés sur la plateforme. Et donc, ça explore du cinéma fantastique de maintenant et d'avant. Pas encore d'après parce que évidemment il ne voyage pas dans le temps. Ce serait compliqué. Voilà, mais donc c'est une plateforme de cinéma fantastique. Et est-ce qu'on aime ça ? Et évidemment on adore ça, d'autant plus c'est une plateforme française, toujours important de le préciser. Toujours important de le préciser. Donc oui, alors on n'est absolument pas sponsorisé, on prévient. C'est juste l'envie de partager, l'envie de mettre en avant ce très charmant endroit du net. Alors, pour la sélection, c'est très simple, on a chacun pris 3 films exclusifs à la plateforme, a priori. Aux dernières nouvelles, ils le sont. Où on avait envie de les mettre en avant, on avait vu certains d'entre eux, on n'avait pas vu d'autres. On a une pluralité de nationalités assez désarmante et une pluralité de genres aussi assez désarmante. C'est-à-dire que on a du Neo Giallo, on a du slasher extrêmement bête, et on a du film d'auteur japonais. On a de tout. On a de l'espèce de post-apo éthiopien. Oui, alors celui-là, il est raide, hein. Il est très très raide. Donc Roman, je te laisse dévoiler ma foi ta sélection. Alors du coup, ma sélection, donc on a le film de 2011, Inbred, donc film britannico-allemand. Yes, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai le film Crystal Eyes. Film espagnol. Film argentin. Film Neo Giallo argentin. Et j'ai un peu cafouillé, mais entre les deux, on a Crumbs, donc le post-apo éthiopien. Le post-apo éthiopien réalisé par un espagnol avec des thunes finlandaises. Yes. Après, donc de mon côté, j'ai le film Blood Punch, sorti en 2014. J'ai Luth, The Flower of Evil, sorti en 2019. Et Roar, donc le film d'auteur japonais, sorti également en 2019. Alors, on te l'a pas précisé, mais Luth, c'est colombien. Luth, c'est colombien, pardon. Alors, beaucoup de genres, beaucoup de films différents, beaucoup de ressentis différents. On avait assez hâte de faire l'épisode, on s'échangeait sur notre conversation privée, des ressentis du style « je te déteste » ou autre. Mais non, ça va être intéressant. Donc Roman, je te laisse démarrer, vu que c'est toi qui as le tout premier film de cette sélection. Alors, on démarre dans la saloperie. On démarre dans la saloperie, dans la crasse et dans l'espèce de massacre à la tronçonneuse anglais, j'ai envie de dire. T'as des comparaisons vachement flatteuses, tu vois. Massacre à la tronçonneuse 3D. Ouais, bah y a des vibes, j'en avais parlé. C'est plus Texas Chainsaw 3D que le Hooper, tu vois, il m'a fait penser à un film, alors j'en parlerai pas, mais il m'a fait penser à un film australien, figure-toi. Ok. Non, pas Wolf Creek, un autre. D'accord. Mais donc du coup, le film s'appelle Inbred, donc qui veut littéralement dire consanguin. Hein. Au moins le ton du film est donné. Voilà. Donc on suit 4 délinquants juvéniles et leurs 2 moniteurs qui sont envoyés dans une espèce de campagne du Yorkshire, un petit bled qui s'appelle Mortlake. Ça donne le ton. Ouais, et la photo va avec. Hein. Et voilà. T'en parleras, mais c'est. La photo va avec. Mais donc, va y avoir des conflits avec les locaux qui sont, disons, comme la vision que certains peuvent se faire de la campagne, des bons bouseux consanguins. Voilà. Et ça va mal tourner parce que va y avoir des morts. Spoiler, les consanguins sont pas cool. Voilà, bizarrement, hein, c'est. Donc voilà, c'est un film britannico-allemand qui est réalisé par Alex Chandon, qui a réalisé Cradle of Fear. Ouais, qui était pas mal, qui était un film qui était vraiment dégueulasse aussi, mais qui avait un truc. Je l'ai pas vu. C'est pas un grand film, c'est pas un film que j'encouragerais spécialement à voir, étant donné que c'est quand même particulièrement dégueulasse, mais c'est... Dans l'océan de saloperie gore qu'on peut voir, ça surnageait un petit peu. Après, c'était toujours aussi moche, hein, ça a pas changé. Ok. Et qui a été aussi technicien sur Art Crime et Botanique de Guy Ritchie.
Qu'est-ce qu'ils faisaient dessus? Je sais plus, c'était... Ouais, j'ai plus peut-être un Real peut-être un Real de seconde équipe, un truc non, comme ça. un Tecos, vraiment. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc c'est un film qui date de 2011, qui a été diffusé pour la première fois le 29 août 2011 au Film for Fright Fest au Royaume-Uni, et pour la première fois en France au Strasbourg European Fantastic Film Festival le 14 septembre 2011 toujours. C'est écrit donc par Alex Chandon, donc le réal, et Paul Shrimpton, qui a coécrit avec Chandon et qui a réalisé un segment du film à sketch Zombie World. Pas vu, mais voilà. Donc je note ces deux personnes dans mon Death Note. Voilà, et donc au casting, on a Joe Hartland qui joue la monitrice qu'on a pu voir dans Eddie the Eagle. Très bon film. J'aime beaucoup Eddie the Eagle avec Hugh Jackman dans un très beau rôle d'ailleurs. Okay. On a James Doherty qu'on n'a pas vu dans grand chose. Ça va être un truc récurrent, je pense, de cet épisode. Ouais. De lui, il a fait ça. Il a fait ça et c'est déjà bien finalement. J'ai un truc drôle sur Crystallize. J'ai très hâte de l'avoir. Crystallize, ça va être un bon moment ça. Seamus O'Neill, donc qui joue le chef un peu des bouseux, qu'on a pu voir dans Cheval de guerre de Spielberg. Oh putain, ça fait partie de cette vague de films de Spielberg oubliés mais qui était pas mal. Enfin, j'ai pas vu. Cheval de guerre, j'en ai un souvenir sympa, mais enfin souvenir non du coup, mais je me rappelais pas que ce film existait en fait. Alors on a parlé du chef des bouseux, mais le chef des consanguins, donc James Burrows, qui a joué comme par hasard un des gosses insupportables et meurtriers d'Eden Lake. Ah bah, oh putain, Eden Lake qui est un excellent film anglais pour le coup. Oui. Qui est un, je dirais pas un chef-d'œuvre parce que je trouve qu'il est borderline cynique sur la fin, mais Eden Lake, très très bon film. Alors, très bon film, le voyez pas si vous êtes en couple. Et ne voyez pas en couple en tout cas, c'est pas un conseil. Vous penserez à moi à la scène du pneu. Ouais, je n'en dis pas plus. On a donc Terry Haywood et Nadine Mulkerin qui n'ont pas fait grand chose, et on a Chris Waller qui était le Evil Head du remake de Fright Night 2. Putain, oh, Fright Night, d'abord. Fright Night 1, film incroyable, j'adore Fright Night 1, je pense que tu adores aussi, oui. C'est un film génial. Fright Night 2, très sympa, mais faut pas enchaîner les deux, parce que ils souffrent un peu de la comparaison. Ouais, et les remakes de Fright Night, ils ont fait n'importe quoi. Le premier remake, c'est... Quoi de la fuck? Surtout qu'il y a Colin Farrell dans un espèce de rôle de vampire beau gosse, tu comprends pas. Alors le 2, putain... Il y a pas Anthony Elchin dans les remakes aussi? Si, je crois. Et alors le remake du 2, l'affiche, je te jure, tu changes 2 détails, c'est un porno. Alors l'affiche du 2, elle est ridicule. Enfin bref. Les Fright Night, premier film incroyable, deuxième film très bon. Et après, bon, on oublie, mais ça fait partie... Enfin, il faudra faire un épisode remake un jour, et je pense qu'on parlera pas que des bons, tu vois, je prendrai le Freddy pour expliquer pourquoi c'est un des pires remakes. Au pire, faire un épisode bon remake, un épisode mauvais remake. Bah écoute, mauvais remake, je prends le Freddy, le The Fog, et... Ouais, j'ai une idée pour le troisième, j'en parle pas, mais j'ai ma petite idée pour celui que je prendrai. Ouais, donc vas-y, je te laisse continuer. Voilà, donc à la photo... la photo équivoque, hein. Vous me voyez pas, mais je fais des guillemets jusqu'on s'avoue, là, hein, c'est... Voilà, bon, la photo qui est à l'image du film. Donc on a un certain Holly Downey à la photo qui a fait principalement des épisodes de séries dont on a que foutre. Il a fait, comment ça s'appelle, le détective allemand, là... Derrick, ouais, parce qu'on dirait que c'est une photo du même style, hein. C'est gris, elle est dégueulasse la photo, hein. Je te disais que ça avait des vibes, on en parlait, mais que ça avait des vibes Texas Chainsaw 3D. C'est vraiment pas beau, hein. C'est wow. Et à la musique, on a un certain Dave Andrews, alors qui a fait quasiment que des courts-métrages, dont certains en stop motion, dont un qui s'appelle Frozen Blood Test. Qui se deviner ce que c'est? Vas-y. Tu vois la scène du test du sang de The Thing? Ouais. Mais là, en stop motion, avec des persos de la Reine des Neiges. Qu'est-ce que... Là j'ai l'impression de plonger dans un terrier, mais tiens, j'aurais pas dû y aller. Ça dure 1 minute 30, je l'ai vu. Putain, le rabbit hole de film, qu'est-ce que... Mais surtout, faut imaginer que c'est des films, tu sais, un film, c'est comme une industrie, ça demande des prods, tu vois, genre... Faut imaginer qu'un mec est arrivé avec cette idée, et que les mecs, ils ont fait, mais oui, le mec, il produit. Le mec, il l'a fait tout seul, ça dure 1 minute 30, hein, je t'ai dit. C'est un court-métrage. Mais... Bravo à lui, mais oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on pense du film? Tu démarres, je pense que ça ira mieux. Moi, il fait partie des derniers que j'ai vus. Hein, vas-y. Moi, non. Moi, c'était au milieu à peu près. Ça devait être le 4ème que je voyais. Et Brain Bread... J'aime beaucoup tes hésitations. C'est difficile. Ça vole clairement pas haut. Si tu veux, je peux démarrer. Hein. Vas-y, démarre. Bah, j'ai cordialement détesté. Je vais être très honnête. Alors, je peux tout à fait comprendre qu'on aime. C'est très bas du front. C'est très...
ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi con, mais c'est vraiment aussi, mais plus que débile, quoi. Là, c'est bête, mais c'est stratosphériquement bête. C'est pas le film qui a été le plus désagréable à voir pour l'émission, moi je le dis très honnêtement. Plus j'y repense, plus le film le plus désagréable à voir pour l'émission, c'était peut-être Titan, tu vois, que j'aime vraiment pas beaucoup. Alors, Inbred est un moins bon film que Titan, hein, soyons clairs. Mais en fait, Inbred, mon gros problème, c'est que je trouve que. Alors, en plus, il est dégueulasse visuellement. Je trouve les personnages sont abominables. Alors, j'adore les slashers bêtes, j'adore See No Evil, j'adore les Freddy, j'aime beaucoup certains Vendredi 13. Voilà, Slasher bête, j'aime bien ça. Mais là, j'avoue. Ouais, mais là, j'avoue, c'était un peu ma limite quand même. En fait, il m'a fait penser à un autre film, j'en parlais en intro. C'est un film de Chris Sun, qui est le mec qui a fait Boar. Je sais pas si t'as vu ça, c'est un truc avec un sanglier qui était pas mal. Ça me dit un truc, ouais. Ouais, il a fait aussi Daddy's Little Girl. Il est sur Frickson. Il est sur Frickson, Boar. Il a aussi fait Daddy's Little Girl, qui est. Je peux pas le recommander décemment, mais qui est une expérience, on va dire. Qui est très 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 méchant. Faites attention si vous voulez le voir. Et en fait, ça m'a fait penser à un film de ce bonhomme qui s'appelle Charlie's Farm, qui est aussi un slasher, qui est. Voilà, qui est pas beau, qui était sur Frickson à une époque, je crois qu'il est parti, qui est pas très beau aussi, qui est très 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 gore, vraiment, qui est très méchant, qui a des effets spéciaux de meilleure facture que Inbred, hein. Je vais y venir sur les effets spéciaux, j'ai un truc là-dessus. Mais en fait, Charlie's Farm, pour le coup, c'était pas mal, surtout que le méchant avait vraiment une carrure, il avait quelque chose dont... il y avait quelque chose qui se dégageait. Là, Inbred, comment dire... Je trouve donc personnage abominable, j'en ai parlé, ça dure 1h20, moi j'avoue que c'était assez long pour moi quand même, hein. C'était au bout de 40 minutes, j'en pouvais plus, j'étais en mode mais putain. Ça, je trouve les effets spéciaux, alors ça charque. Ça tâche. Ça tâche, mais je trouve c'est pas super bien fait en fait. On dirait un peu le gore allemand, mais des années 90, les films d'Ulrich Seidel, les trucs comme ça, genre tu sais que c'est à la palette de steak haché, et où du coup je trouve ça vraiment pas super bien fait, et et j'avoue, au bout d'un moment, alors ce que je vais dire peut paraître hautain, c'est pas du tout l'impression que je veux donner, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment la sensation de voir un film qui était excessivement vulgaire, en fait. J'ai l'impression de voir un film qui était bête, qui était très fier de l'être, donc tant mieux pour lui, mais moi j'avoue, c'était vraiment pas le film dont j'avais envie, c'était vraiment pas le film dont j'avais besoin, aussi, je pense. Et entre les effets spéciaux hasardeux, il m'a semblé qu'il y a du numérique quand même, hein. Il y a quelques trucs, ouais. On dirait, genre au début, la truc de la jambe là, on dirait un peu du numérique quand même. Mais je pense que même à la fin, avec les grosses explosions au fusil à pompe, ouais, c'est ça. Numérique. Donc c'est très très bien. En fait, vous prenez, si vous avez vu Doomsday de Neil Marshall, vous prenez la scène du barbecue, on va dire, de Doomsday, donc ce genre d'ambiance, vous la mélangez avec, on va dire, le côté rural de Wolf Creek. Pas la qualité de Wolf Creek, vraiment le côté extrêmement rural, ou The Cottage Cherry Tree Lane du bon mec qui a fait Bull, je sais plus comment il s'appelle. C'est un Cherry Tree Lane qui était un film d'horreur anglais aussi, qui était pas ouf, mais qui avait ce côté aussi campagne anglaise vraiment paumée. Vous mélangez tout ça, vous pissez dans le mélange, vous le servez, vous avez à peu près une idée de Inbred. Et comment ça, on voit les morceaux. Ouais, voilà, non mais honnêtement, moi c'est Inbred, je peux comprendre qu'on éprouve du plaisir devant, tant mieux si, voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment épuisant. En fait, moi c'est qu'à la fin j'en pouvais plus, et lorsque les bonhommes font des paris sur l'explosion sur la mine et tout ça, moi j'étais en mode mais putain, mais vos gueules quoi, c'est. Et la musique aussi qui chante, ça c'est pas possible. Ça c'est vraiment pas possible. Tu l'as vu en VF ou en VO Je l'ai vu en VF. Moi aussi. J'avais pas la fête, je l'ai passé en VO, je voyais les accents de mate, et j'avais pas la force. En revanche, je fais une digression pas fantastique, mais voilà. Les accents m'ont fait penser, le peu d'accents que j'ai vu m'a fait penser à un très bon film dispo sur Netflix qui s'appelle Avengement avec Scott Adkins, que je vous invite à voir. C'était une recommandation totalement aléatoire. Roman. Oui, toi, les Scott Adkins. Oui, non, mais voilà, Scott Adkins, c'est un peu mon chouchou. John Wick, tu sais, John Wick 4, je le vois juste pour lui. Genre, les 3 heures, je m'en fous que ce soit trop long. S'il a plus d'1 heure d'apparition, ça me va. Donc, quoique, non, en vrai, j'exagère. Donnie Yen et John Wick 4. Par ailleurs, ça me fait penser. Vas-y. Donc si vous avez vu, il y a la deuxième partie du bilan Horreur 2022 que j'ai fait. Oui, ça prend du temps, mais j'ai une vie à côté, donc je prends le temps de voir les films. Tous ne sont pas simples à voir, on en parlait juste avant, mais j'ai démarré la 3ème partie en enchaînant en back-to-back Ghost of Hiroshima et Arthur Malédiction, donc j'aime me faire du mal. Et dans la partie 2, si vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de trucs un peu compliqués. Genre Sharkula, ouais, qui était... Shark Side of the Moon. C'était dur ces trucs-là. Mais donc je me suis dit, alors, ce n'est qu'une idée, à voir, mais il est possible que, avant la partie 3, vous ayez un petit truc de ma part, et des bons films, ça changera, un espèce de tour d'horizon de ce qui peut se faire en termes de tatane en Asie. C'est-à-dire que là de tête, j'ai de l'indonésien, j'ai du taïwanais, j'ai du chinois, j'ai du japonais, et j'ai du malaisien, je crois qu'il est. Donc globalement, j'ai des trucs qui sont de divers horizons.
Je vous laisserai... j'ai de la Thaïlande aussi, j'ai de la Thaïlande. Okay. Ouais, ça se mijote, je verrai quand ça sortira. On fera un épisode sur l'horreur de Yen. Ce serait incroyable. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Bref, je referme la grosse parenthèse. Roman, Inbred, c'était comment le steak haché Alors, le steak haché de repris de justice. Inbred, très clairement, comme je l'ai dit, ça vole pas du tout haut, hein, c'est très ras des pâquerettes, c'est même on est sous terre, je pense. C'est beau, on est plutôt au niveau du terrier, tu vois. C'est ça. Mais c'est foncièrement con. Mais je passe pas un mauvais moment devant, c'est-à-dire que c'est le genre de film très décomplexé, très décérébré surtout, je pense. Littéralement. Voilà. Mais ça peut plaire, ça m'a plu. Mais ça nous, je pense que c'est pour un... Après moi, genre, là demain, on me dit, dit que c'est un bon film, j'aurais vraiment du mal à le dire. Ah non, c'est pas un bon film, les personnages sont foncièrement débiles, ça joue... Mal, dis-le. VF ou VO d'ailleurs, les deux. La VF est un peu mieux. La VF est un tout petit peu mieux quand même. Parce que la VO, genre, à nouveau j'en ai vu que 10-15 minutes, donc peut-être que je parle un peu vite. Mais les personnages, t'as l'impression qu'ils sont toujours en train de s'insulter. Alors qu'ils le font pas, tu vois, mais t'as l'impression qu'ils sont toujours en train de s'insulter. Donc, quel enfer. Vraiment, c'est... Non, en fait, j'ai envie de donner des exemples, mais genre, juste le concept de, vous pariez, on parie ceux qui ramassent du cuivre, genre, on parle quand même d'une histoire où les personnages vont voler du cuivre, se font agresser sexuellement avec une courgette par des rednecks. Une carotte, je crois. Puis une courgette, une grosse courgette. Ouais, ça. Ensuite, ils se disent, non, en fait, ça va. Et je comprends pas, c'est... Alors, il n'y a pas d'agression sexuelle. Non. Proprement parler, le mec colle une carotte à la joue d'une meuf. Ce qui est déjà bien gênant. Il y a une tentative de viol, et à ce moment-là, la monitrice arrive et lui fout un coup de pelle derrière la gueule. Mérité, mais, voilà. Mais la fin... Oh non, même pas, en fait. T'as pas d'agression, mais ce que je veux dire, c'est que la fin, j'y voyais quasiment du cynisme, mais en fait, je pense que le film est pas assez intelligent pour être cynique, je pense qu'il s'est juste dit, trop drôle. Ah, putain, par contre, je viens de me rappeler l'effet spécial du cheval. Qui éclate la tête du mec avec... Ah, putain... Les effets spéciaux sont pas bien faits, quand même, hein. C'est quand même pas... Voilà, puis le chef des rednecks qui se prend pour le Captain Spaulding. Oh, putain, Oh putain, ce Captain Spaulding qui blackface, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, c'est... Tu vois le gif de Sylvain Durif là, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà. Vraiment, c'est vraiment Captain Spaulding, blackface ce mec, c'est putain. Et là, et Roman, la chanson qu'il chante. Oui. Ah, j'en peux... Ah putain, que c'est... c'est un film, c'était épuisant. C'était dur. Après, perso, je passe pas foncièrement un moment parce que c'est le genre de film que j'aime, c'est con, ça tâche bien. Ah oui, non, là au moins, si vous êtes pas trop... Si vous êtes globalement... Si vous acceptez les effets spéciaux approximatifs, dirons-nous, c'est votre cam, hein, c'est vraiment votre cam, c'est typiquement le genre de film qui peut plaire. Maintenant, putain, il dure quoi, 1h30, 1h40 Ouais, 1h30 je crois. Ouais, mais honnêtement, moi j'ai trouvé ça vraiment long, quoi. Et surtout, comment dire, il a rien, je trouve, pour le démarquer de ce qui peut se faire dans cette gamme. C'est-à-dire que le concept de groupe de personnages qui va dans un endroit et qui se fait défoncer par un mec qui habite sur place, c'est peut-être un des scénarios les plus usés qu'on a vu dans le genre de l'horreur. Chez les Anglais, Eden Lake. Hein. Ouais, voilà, Eden Lake. Maintenant, tu vois, je trouve que, si on prend Eden Lake, See No Evil, ou même Charlie's Farm dont je parlais, je trouve qu'il y a toujours un élément qui s'en sort. Eden Lake a une espèce de méchanceté. Ah oui, non, Eden Lake, ça part pas au lavage, hein, c'est... Eden Lake, je me rappelle, c'est un des rares films, il y en a qu'une petite dizaine comme ça, qui m'a épuisé par sa violence. Vraiment, j'en pouvais plus à la fin, j'étais épuisé, c'était vraiment dur. Après, Eden Lake a un moral derrière, hein, c'est le réal de La Dame en Noir. Oui, c'est aussi le réal de Bastille Day avec Idriss Elba. Belle fin de carrière, non mais c'est un bon réal, c'est James Watkins. Après, c'est pas lui qui a fait The Descent 2. Ça se vérifie. Parce que je crois qu'il a l'équipe de The Descent 2, parce que si jamais c'est ça, je lui en veux à vie. Voilà, si on prend See No Evil et Charlie's Farm, qui sont pas du tout des grands films, surtout Charlie's Farm. Scénariste de The Descent 2, voilà, bon, c'est dur. Et pour le coup, en fait, je trouve qu'ils ont au moins la volonté de créer quelque chose d'un peu iconique. Là, j'avoue que ça prend jamais, parce que j'ai toujours l'impression que le film veut créer un truc un peu iconique, mais n'y arrive pas, parce que c'est quand même pas très bien réalisé. Et surtout, je finirai là-dessus, mais c'est moche.
Alors bon, tous les films qu'on a ne sont pas beaux, soyons honnêtes, mais qu'est-ce que c'est moche. Il y a des trucs, enfin, on y reviendra, mais sur Blood Punch, c'est pas que c'est moche, c'est que c'est cheap as fuck. Blood Punch c'est cheap, mais il y a des trucs qui le sauvent. Là, c'est cheap, mais t'as pas grand chose. Ouais. Si, t'as un côté bête, mais c'est... Honnêtement, moi, Inbred, c'était pas du tout pour moi, quoi. C'est vraiment... Non, j'aimerais... Enfin... Je pense que j'étais juste aussi pas dans le bon état, je pense que je l'aurais vu à 1h du matin avec une bière et une pizza, pourquoi pas, mais là je l'ai vu beaucoup trop sobre en fait, je pense. Ouais. Mais il y a un Captain Spaulding qui fait une blackface, si vous voulez essayer, pourquoi pas. On peut passer... et juste, on en parle de l'humour scato du film ? Oh putain, je te laisse y aller, c'est alors, ton film. exemple très simple, il y a 2 personnes qui meurent pendant un spectacle, voilà. Donc, vous le voyez pas, mais je prends la tête dans mes mains là. Voilà, donc il y a la scène du cheval, où le gars se fait écraser la tête par le cheval, et il y a une scène où un mec se fait remplir de caca jusqu'à l'explosion. Ouais, la grande classe. La grande classe. C'est... Et après ça éclabousse tout le public qui applaudit évidemment. Tom est au courant que ça c'est une scène, ça pourrait être dans un UV Ball, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est... On passe à la suite ? On passe à la suite. La suite, on passe à. C'était une intro dégueulasse, et... Enfin, après, vous pouvez tenter l'expérience Inbred, hein, même, enfin, c'est... Ça vole vraiment pas haut. Ça vole vraiment pas haut. Donc, on passe à Blood Punch. Blood Punch, donc, sorti en 2014. Alors, j'ai fait des fiches techniques beaucoup moins complètes que Roman, pour la simple et bonne raison que la plupart n'ont pas fait grand-chose d'autre. Ouais. Ce qui est aussi l'intérêt de Frickson, c'est qu'il y a beaucoup plus de films indépendants, beaucoup plus de films... plus petits qu'on n'aurait pas forcément vu sur les grands écrans. Voilà, parce que, évidemment, la comparaison avec Shadows oui, est très tentante. Après, je pense que c'est pas les mêmes propositions. C'est ça. C'est pas les mêmes publics aussi, j'ai envie de dire. Parce que Frickson fait beaucoup plus la part belle au cinéma indé. Et c'est beaucoup plus de niche. Oui. Mais ce sont 2 propositions extrêmement riches, et on vous invite à prendre les 2, faites-vous plaisir, donc plus que 5€ par mois. C'est vraiment pas cher pour la proposition. Vous n'avez pas de meilleure façon de dépenser votre argent. Voilà, 5€ par mois. Citez-moi un truc qui vaut ça et que... Investis ton kebab dans Frickson. C'est ça, lâche ton kebab dans Frickson, comme dirait notre cher Dino. Mais voilà, alors pour le coup, Blood Punch, donc sorti en 2014, alors c'est réalisé par une certaine Madeleine Paxson. Pourquoi pas ? Enfin, pourquoi pas, parce qu'en fait, c'est 2L-A-I-N-E à la fin, l'orthographe m'a fait ça. De l'An. Exact. Casting, on a... Milo... Alors juste, c'est la 2e fois dans toute l'émission qu'on a un film réalisé par une femme. Exact. Et t'en as pas un aussi, toi ? Non. Ah, mais il y avait eu l'épisode Body Horror où on avait 2 films réalisés par des femmes, à savoir Ducournau et les Sœurs Soska. Et les Sœurs Soska, ouais. Donc voilà, c'est la 4e réale femme qu'on aborde. Je m'engage à ce que dans les prochains épisodes, je l'ajouterai à la fin de l'enregistrement, on fasse un épisode uniquement réalisé par des femmes. Donc, on aurait dû le faire, en plus ça aurait été cohérent avec la journée. On n'y a pas pensé, on est désolé. Alors, promis, ce sera dans les prochains épisodes. On enregistre le lendemain du 8 mars. Donc de la journée des droits des femmes. Voilà. Désolé. De lutte pour les droits des femmes. Désolé. Donc au casting on a Milo Cawthorn. Alors Milo Cawthorn c'est quelqu'un que sa tête me disait vaguement quelque chose. Et oui, c'est un collaborateur de Jason Leigh Howden, le mec qui a fait Deathgasm que j'aime beaucoup. Ah ok. Et Gun Akimbo que j'aime un peu moins quand même. Que j'aime bien. Qui est sympa. Mais donc c'est qui dans Deathgasm ? Je saurais pas, j'ai pas retenu son blaze, mais il me semble que c'est un des potes du héros. Ok, parce que ouais, ça tête me disait un truc aussi. On a également Olivia Tennant qui avait visiblement un petit rôle dans Le Seigneur des Anneaux 2, j'avoue que j'ai pas cherché, et dans Boogeyman 1. Alors, au scénario, on a... C'est qui avec Michael Keaton, là comment Boogeyman, oui, c'est... Ah non, toi je confonds avec White Noise. Non, Boogeyman c'est une trilogie, je crois. Ouais. Donc au scénario, on a Eddie Gouzelian. Alors Eddie Gouzelian, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire de voir ce que cette personne avait écrit d'autre, puisque cette personne a aussi écrit Lilo et Stitch 2 et Cendrillon 3. Donc forcément, j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est un film d'auteur, ça. Alors, pour anecdote, il a eu l'idée du scénario en ayant une idée un jour, il se la note sur un post-it, il la pose quelque part, il se réveille le lendemain matin, et il voit que le post-it en fait, c'est toujours... Enfin, il y avait un autre post-it d'un autre jour qu'il avait oublié, et il a lancé ça. Donc, à la photo, on a Neil Carvin, qui a fait d'autres bisseries, j'ai pas forcément cherché, et l'équipe, donc le scénar, la prod, et la réal était scénariste sur le projet dont je vais parler, avait déjà bossé sur une série Power Rangers. Donc, si tu veux, on sait qu'on met pas les pieds forcément on met pas les pieds dans 2001, quoi. Alors, pour le synopsis, je l'ai pompé sur internet, il est visiblement nul, donc je vais... C'est l'acteur principal de Deathgasm. C'est lui ? Putain, pour moi, il jouait son pote. Bah écoute, je l'ai pas reconnu, my bad.
Et bah écoute, c'est de... J'aime cet acteur. Vous voyez Death Gasp, oui, qui est un très bon film, très très bon film. Tu vois, là pour le coup, c'est un film où il y a de la saloperie, ça tâche, mais c'est bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de films où ça tabasse des zombies avec des gods. Ouais, et il n'y a pas beaucoup de films qui respectent les métalleux aussi. Oui. Je me sens concerné. Donc, alors je vais tenter de résumer Blood Punch. Alors, Blood Punch, c'est simple, vous prenez Breaking Blood, vous prenez le jour de la marmotte, vous mélangez, vous avez Blood Punch. Donc, un jour sans fin. Voilà, un jour sans fin, pardon. Donc si je tente de... Les titres québécois, c'est Modoman ici, d'accord. Tu vas pas sur ce terrain, c'est à moi. Si je tente de reprendre, de résumer Blood Punch, c'est l'histoire d'un jeune héros qui prépare de la meth, c'est un peu le Walter White plus jeune, quoi, qui prépare de la meth, qui est un très bon préparateur de meth, qui, dans une réunion d'addicts anonymes, d'anciens addicts, enfin une réunion de désintoxication, se fait repérer même par... cure de désintox, pardon. Il dit qu'il est là pour encore 40 jours, un truc comme ça, ou un truc comme ça. Se fait repérer par un couple, qui, notamment la fille, qui lui dit « Viens avec moi au week-end, viens avec nous au week-end, tu vas nous aider à préparer de la meth. » Il y va, et suite à des événements mystérieux, il se retrouve au sein d'une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'il va revivre tous les jours la même journée. Et il se retrouve donc prisonnier, alors j'essaie de faire le synopsis moi-même, c'est pas, désolé si c'est pas terrible, prisonnier entre la fille avec qui il développe peu à peu une relation amoureuse, et le mec qui... Enfin le mec, le petit ami de cette personne, qui est visiblement un psychopathe, quelqu'un de visiblement un peu dérangé. Donc Blood Punch, moi j'ai plutôt bien aimé. Moi aussi, je démarre ou tu veux y aller? Bah je peux démarrer. Vas-y. Blood Punch, donc c'est, mine de rien, c'est un film de boucle temporelle, donc qui évidemment souffre de la comparaison avec Un jour sans fin. Avec beaucoup de comparaisons avec beaucoup de films, je pense. Ça, si on fait un épisode boucle temporelle, on pourrait le remplir. Hein. On ouais, mais vraiment faire deux. C'est sorti avant Happy Birthday, c'est sorti... Bien vu. Bah c'est sorti la même année que Edge of Tomorrow. Oui. Mais qui lui est adapté d'un manga, c'est encore différent. Mais C'est un très bon manga par ailleurs que j'invite les gens à lire. Holiday Skill, ouais, je l'ai pas vu. Qui est très bon, qui me semble scénarisé par le mec qui a fait Death Note. Enfin, le Olé, parce que c'est pas trop qui c'est, mais très bon manga. Mais mine de rien, on est 3 ans avant Happy Birthday. Ouais, c'est bien vu, j'avais pas pensé à la comparaison, mais oui, c'est maintenant que tu le dis, ça paraît évident. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que ça arrive à faire beaucoup de choses avec finalement assez peu d'argent. Parce que je le out tout de suite, il y a quand même des problèmes techniques, c'est-à-dire il y a des moments où le son m'a semblé un peu aléatoire. C'est des problèmes de mastering où tout n'est pas au même niveau. Ouais. Ce qui finalement est aussi le cas de Vaincre ou Vomir, sorti récemment, qui souffrait aussi de problèmes comme ça. Mais c'est pas pareil, on parle quand même d'un film qui a plusieurs millions d'euros derrière. Donc voilà, ça c'était ma taloche, n'allez pas voir cette merde s'il vous plaît, si vous l'avez vu, je ne veux pas en entendre parler. C'est encore diffusé chez Publicis, pourquoi il diffuse encore ce truc? Les thunes, je veux pas savoir quel genre de public va voir ça. Ah mais je les soupçonne fortement d'être royaliste là-bas. Oh, et d'extrême droite. Il y a plusieurs cinémas où on pourrait soupçonner ça, mais bref, ouais. On n'est pas là pour accuser. Et donc, Blood Punch, en fait, ce que je trouve assez admirable, c'est que, oui, il y a des problèmes techniques, soyons honnêtes, la photo, elle est pas incroyable, même si, t'as des concepts de scènes que je trouve vraiment marquantes. Je pense à une scène de découverte d'un tas de... Oui. Voilà. On spoilera après, mais pas tout de suite. Par contre, vraiment, il y a vraiment un truc qui fait cheap. Les décors. Ah oui, non, il y a trois décors. Hein, le décor du gros traficante, disons. C'est un hangar. Le hangar, mais j'ai vu ça, j'ai ri. J'ai rappelé, je sais pas si t'auras la référence, mais les clips de néo-metal des années 2000, qui avaient toujours fait des scènes dans des hangars, et où t'avais l'impression, en fait, au début c'était en mode, c'est un peu stylé et ça, enfin, on se comprend, hein. Et en fait, au bout de... Tu sais, genre ça sort le lundi, le mardi c'est vieux, et du coup, genre maintenant tu les regardes, tu te dis juste, ouh. Ouais, bah il y a un peu de ça. Après, ça joue bien, pour le coup. Ouais, ça joue bien, surtout le petit ami de la fille, je trouvais qu'il était vraiment pas mal dans son rôle. Ouais. Juste un problème avec le trafiquant pour le coup qui est... Ouais. C'est un peu une caricature quand même. Après, il y a des décisions très débiles, genre quand ils sont chez le trafiquant et que la meuf sort le fusil. D'où tu le vois pas, Josiane? Non, ça, mais concrètement, voilà, le film a des problèmes. C'est à nouveau le syndrome des films que je subis en plein de 2022, mais qui visiblement est aussi là dans ce film. C'est trop long. C'est-à-dire ça dure à peu près 1h40, je crois. 1h30. Ouais. Et honnêtement, il y a un peu de gras, je trouve que la fin tire un peu en longueur. Mais maintenant, si on s'attaque au positif, c'est original. Alors, c'est pas très violent. Ça se tue gentiment, mais ça... C'est pas une bread. Voilà. C'est pas une bread. Non, mais il y a un concept qui est vraiment plutôt malin, parce que bon... Divulgation. Le héros, en fait, le plan du... Avancé de 10-15 minutes, si vous avez peur d'être spoilé.
parce que pour le coup, en plus, c'est quand même un film qui tient surtout grâce à son scénario. Le héros, en fait, le petit ami de la fille, avait pour projet de le tuer. Ah, de tuer donc le cuisinier. Il l'a tué. Et le problème, c'est que ça a déclenché une malédiction qui est spécifique à l'endroit où ils sont, qui, chaque fois que quelqu'un est tué, plonge le groupe de cette personne. Chaque fois que le sang est coulé. Le sang est versé. Le sang est versé. Le sang est versé. Plonge le groupe de cette personne, ça c'est un peu mal défini. Genre, vous êtes 4, bah vous 4. Plonge le groupe dans une boucle temporelle. Voilà. Jusqu'à. Tu veux divulguer jusqu'à la fin? Et allez, vas-y. On a dit d'avancer. Jusqu'à ce qu'en fait il ne reste qu'un seul survivant. Jusqu'à ce que tout le monde s'entretue, jusqu'à ce qu'il ne reste un seul ou plus du tout de survivant. Et aussi à savoir, si vous mourrez au cours de la boucle, vous ne vous rappellerez pas de ce qui s'est passé jusque-là. Voilà. Vous reviendrez au point de départ de la boucle. Enfin, vous réveillerez le matin même. En vous disant c'est le matin. Alors que si vous n'êtes pas tué, vous vous rappellerez du jour d'avant, et du jour d'avant, et du jour d'avant, etc., etc. Et aussi si vous êtes blessé, vous ressuscitez. Si vous êtes tué, vous ressuscitez tant qu'il y a plus d'un survivant. Exactement. Et donc, le film va tenir là-dessus. Et je dois admettre, je trouvais ça vraiment pas mal. C'est-à-dire que le héros, moi, la relation entre le héros et la fille, au début, j'étais un peu genre, où est-ce que ça va? Ça démarre vraiment sur les chapeaux des roues, tu fais pourquoi pas. En fait, j'avoue que j'ai commencé à y croire, je trouvais ça plutôt amusant. C'est assez didactique, c'est. Très didactique. Je les ai suivis avec un plaisir non dissimulé. Et honnêtement, pour un film de boucle temporelle, parce que moi, les films de boucle temporelle, c'est vraiment un concept, ça a tendance quand même à vite me gonfler. C'est-à-dire que je vois vite les ficelles, je vois vite où ça va en venir. Et là, honnêtement, c'est bien. Enfin, je trouvais ça vraiment bien, vraiment original, vraiment bien fait, en fait, d'une façon générale. Ouais, est-ce que c'est un grand film? Non. Mais pour un petit film qui a pas l'air d'avoir coûté trop cher, je trouvais que ça avait vraiment un mérite assez conséquent. D'autant plus que c'est un film qui mélange littéralement Breaking Bad et Un jour sans fin. C'est-à-dire que quand je dis que c'est Breaking Bad, il y a des références avoué à Breaking Bad, il y a des plans, c'est les mêmes. Mais donc voilà, c'est vraiment. Je t'avoue que j'ai vu les 2 premières saisons de Breaking Bad. Bah, pour le coup, t'as des plans qui viennent de la première saison. Bah, après, peut-être qu'ils t'ont pas forcément beaucoup marqué, mais c'est. Si vous êtes fan de Breaking Bad. À la suite, ça doit jouer. Ouais. Si vous êtes fan de Breaking Bad, vous verrez les références. Vraiment, c'est un petit film, à fois fort sympathique. Tu vois, c'est un peu comme Anna et l'Apocalypse. Ouais. En moins friqué. C'est-à-dire que, bon, même si je préfère Anna et l'Apocalypse. Ouais, j'ai mon petit Blu-ray là-haut. Très bon. Petit Blu-ray espagnol. Très chouette film. Anna et l'Apocalypse, allez-y, comédie musicale, zombie, tout ça. Noël. Noël. C'est Si pas on un grand film. Si on fait un épisode de Noël, il est dedans, je pense. Un deuxième, évidemment. C'est pas un grand film, du tout, mais c'est un film dans lequel je prends un plaisir vraiment non dissimulé. Je trouve ça juste dommage que la fin il tire un peu en longueur, et moi je suis pas fan de la toute fin, avec le twist de. Ouais, celui-là je le oute pas. Voilà. Ouais. Moi c'est donc ça pour Blood Punch. Et toi? Alors, j'avoue que la toute fin, genre, le moment où ces personnages en question arrivent, je me dis, c'est un peu gros, ouais, voilà, mais par contre, ce qui se passe à ce moment-là, moi ça me fait marrer. Bah, je peux comprendre, moi je trouve juste ça. C'est un truc déjà vu en fait, c'est un truc qu'on a déjà vu, qu'on a déjà. Enfin, on parle vraiment de la toute fin, et moi c'est un truc qui a tendance à m'énerver, c'est-à-dire c'est vraiment genre tu veux finir un film de boucle temporelle, bah, souvent il finit comme ça, et moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu vois, à la base, alors là je spoil, Un jour sans fin devait finir comme ça à la base. Ah ouais. Avec bon je vais outer comme ça, c'est plus simple. La fille tout à la fin se retrouve aux prises avec les 2 trafiquants. Et elle va se faire tuer, et donc elle comprend que ça va relancer une boucle temporelle. Moi j'aime pas ce genre de fin parce que je trouve ça facile. Et Un jour sans fin à la base devait finir comme ça avec Andy McDowell qui elle se retrouve dans une boucle temporelle à son tour. Et moi j'aime pas ce genre de fin, je trouve ça facile, donc voilà, c'est très personnel. Non mais Blood Punch en Blood général. Punch, bah, j'ai un peu déçu je pense du film dans le sens où bah, c'est cheap, ça joue correctement disons. Le gore est. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ça va. Oui, c'est mieux qu'une bride, quoi. C'est ça. Il y a quelques bonnes idées. Franchement, il y a quelques bonnes idées. La scène où il découvre. Moi, je pensais à la scène où je pensais visuellement où il découvre en fait ses anciens corps. Ouais. Je trouve ça vraiment plutôt bien de percuter que. Bah, en fait, il était là avant. Ouais. Ouais, donc tout ça. D'ailleurs, du coup, tu comprends pas trop comment fonctionne le truc parce que, genre, les cadavres restent, mais les corps guérissent. C'est très. Oui, ça, c'est très incertain. Donc, c'est pas un film parfait. Je pense que c'est plus un film qui s'est basé sur un concept de on va mélanger Breaking Bad et une boucle temporelle, plus que sur une vraie recherche de scénario. C'est ça. Après, la mise en scène est fonctionnelle, disons. Oui, c'est pas. Voilà. Bah, disons que comparé à pas ton prochain film, mais celui d'après, je pense, le mieux réalisé.
Pour le coup, là, c'est vraiment... bon, ça fait le boulot. Voilà. Tu sens que c'est fait par une scénariste de Power Rangers, typiquement. Non, mais du coup, ouais, Blood Punch, ça va. C'est pas un grand film. C'est pas un grand film. Ça va. Ça passe le bac mention assez bien, quoi. Voilà, Voilà. C'est sympathique. Pas grand chose à dire forcément, mais c'est vraiment, comment dire, c'est... Vous avez 1h30, allez-y, Voilà. ça se mange tout seul. Et aussi, un autre truc auquel je pensais, c'est que c'est un film qui oublie pas ses personnages à côté de son concept. Tous, alors certains sont un peu sacrifiés, mais par exemple, le héros, le petit ami ou la fille ont 3 caractérisations vraiment bien, en fait, tout simplement, et surtout qui ont chacun des façons de réagir qui peuvent être pertinentes en fonction des situations, en fonction de comment ça peut évoluer, et notamment en fonction de la prise de conscience peu à peu qui sont dans une boucle temporelle, parce qu'au bout d'un moment, ils réalisent qu'ils sont dans une boucle temporelle depuis 5 ans, je crois, parce que vraiment tu vois le chiffre sur la voiture qui enregistre, et ça fait, je crois que j'avais vu un calcul comme quoi ça faisait 5 ans, et pour le coup, bon, au bout de 5 ans, je pense que je serais pas en aussi bon état qu'eux, mais ça y a vraiment des trucs qui sont plutôt bien trouvés, donc non, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur film de la sélection ? Je ne pense pas, je pense que le meilleur est dans 2 films. Oui. Oui, dans 2 films et dans 3 films aussi, il y en a un très bien, mais bref. Donc voilà, on passe au tien. On passe au suivant, donc. L'Everest de cette sélection, le pic qui était dur, on va pas se mentir, enfin donc, dur, on va en parler. Voilà, donc le prochain, c'est Crumbs. Film éthiopien que tu m'as vendu comme c'est ce film là où j'ai envoyé à Roman un message pour lui dire je te déteste cordialement, c'était dur, voilà, c'était pas facile et pourtant c'est court, hein, ça dure 1h08 Crumbs. J'en pouvais plus, au bout de 30 minutes je passe jamais les films en x2 mais là j'étais en mode mais putain C'était dur. Donc Crumbs, qu'est-ce que ça cause Crumbs, donc on suit un homme au physique atypique, on va dire ça comme ça, qui entame un voyage à travers l'Éthiopie pour rejoindre un vaisseau spatial et ainsi regagner sa planète. Tu passes à côté de vachement de détails quand même, genre l'hôtel à Michael Jackson... Ouais, le Père Noël... LeBron James, non, Michael Jordan. Oui, Jordan, Michael Jordan, oui, c'est vrai. Ouais, c'est Michael Jordan, je crois, je suis pas le basket. Oui, non, c'est Jordan, oui. Le Père Noël, la Tortue Ninja dans l'espace... L'épée Carrefour... L'épée Carrefour, du 5 Carrefour. L'épée Max Steel de chez Carrefour, le dernier artiste total qu'on ait eu. Ça, le vinyle de Michael Jackson qui sert de monnaie d'échange, ouais. C'est... Tu passes à côté de plusieurs détails, j'ai ouais. l'impression. T'as une petite fiche technique ou rien du tout? T'avais parlé d'une distribution aux US, je crois. Ouais, alors... Anecdote marrante, insolite, disons. Le film a eu une sortie aux US. Donc le film de 2015, il a une sortie aux US le 15 octobre 2015. Il est sorti dans, devine combien de salles? 3. 2. Oh putain. C'est l'événement quoi, c'est wow. Il est sorti au Cinema Village à New York, il est resté à l'affiche 7 jours. Putain. Et il est sorti au Guild Cinema à Albuquerque et il est resté à l'affiche 4 jours. Waouh. Mais ne sortez pas à ce moment-là les gars, c'est... Putain, 7 jours. Voilà, et là, pour connaître les anecdotes, il n'y a pas de réplique avant 6 minutes de film. On est sur un film d'1h08. Ouais, c'est un septième du film, du coup. Qu'est-ce qu'on dit dans le film? Qu'est-ce qu'on dit sur le film, en fait? Non, moi j'ai lu des trucs intéressants dessus, mais c'est... Ouais, mais comme c'est quoi... C'est super raide, quoi. Alors bon, disons-le... En gros, j'ai vu quelqu'un qui disait que, en gros, ça peut être intéressant du point de vue de comment une civilisation qui n'a aucun repère historique sur qu'est-ce qui correspond à quoi interprète des objets de notre époque. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de regard quasi désabusé sur la pop culture et sur l'impact que ça peut avoir, non seulement sur un instant présent, mais également sur le futur, finalement. Ce qui est un point de départ intéressant. Maintenant, je vais pas mentir, c'est ultra raide. C'est-à-dire, c'est chiant. Alors, je sais pas trouvé ça si chiant que ça, mais c'est vraiment gris, en fait. C'est pas moche, non plus, c'est pas une mode, mais... Ça va être le running gag de c'est pas une mode, tac. Non, mais c'est super gris, c'est terne. T'as des très belles images, notamment l'image quand il est sur un rail, oui, au milieu de l'océan, qui est belle. Enfin, au milieu de l'océan, il y a de l'eau autour. Ah, oui. Le rail, il est un peu renversé, enfin bref. C'est plutôt beau, il y a quelques images un peu belles, mais c'est terne.
western, c'est vraiment pas accessible. À la fin, il y a Turkish Superman et Ethiopian Superman. Tu vois, c'est Turkish. Moi, il m'a semblé comme Turkish Superman. Maintenant. Le film, tu parles? Ouais, oui, c'est ça, ouais. Et parce que le mec a un t-shirt Superman. Ouais, c'est waouh. Enfin, c'est très dur à décrire. C'est vraiment une expérience qui dure 1h08, hein, donc allez-y, ça se tente, hein, mais voilà. Faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur de se blesser. Enfin, vraiment, c'est. Alors, si vous êtes addict au rythme, c'est pas le film pour vous. Voilà, c'est clairement si vous êtes moi. C'est très long. En fait, c'est très intéressant dans ce qu'il peut dire, je pense. Il y a plein de clés d'analyse qui peuvent être vraiment pas mal. Mais waouh. Non, vraiment, moi j'avoue que j'ai été complètement rebuté par la forme. En fait, je pense que c'est pas le film dont j'avais envie ou besoin au moment où je l'ai vu. Et le film s'ouvre sur un mec avec un masque à gaz qui porte un brassard de nazi en plein désert. Ensuite, t'as un mec sur un cheval et t'as une ville qui devient un peu vivante, tu sais pas trop, enfin un vaisseau spatial, enfin tu comprends pas, t'as l'hôtel à Michael Jordan, t'as quelqu'un qui échange un vinyle de Michael Jackson et... une voyante contre des renseignements. Ouais, c'est... Oui, peut-être. Après, tu vois que tout a visiblement un sens dans la tête du réel, j'imagine. Mais oui, non, juste non, c'est pas possible. Moi, c'était pas possible. Ouais, c'est compliqué pour moi aussi. Compliqué. Peut-être un détour sur la fiche technique. Oui, vas-y. Alors, c'est réalisé par... écrit et réalisé par certain Miguel Lanzo, ou Yanzo, puisque 2 L en espagnol ça se dit Yanza. Miguel Yanzo. Donc c'était son premier long, avant de faire Jesus Shows You the Highway, qui est sur Frickson aussi. Et qui est, d'après ce que j'ai pu lire, la sorte de suite spirituelle de Crumbs, mais qui dure 1h30. C'est comme ça. Bon, à tenter, mais à tenter de loin. Et alors, au scénario, on a aussi un certain Daniel Workou qui est crédité, mais c'était surtout pour la traduction en amharique, parce que du coup, le film est en amharique, c'est une langue qui a les mêmes racines que l'arabe. Je sais pas si c'est la racine exacte, mais voilà. Donc, c'est la langue parlée en Éthiopie, quoi. Au cast, on a donc le nain Daniel Tadesse, je sais pas comment ça se dit, donc, qui est son premier rôle dans un long avant de jouer dans Jesus Shows You the Highway, qui a joué au total 4 fois pour Miguel Yanzo, du coup. Notamment dans un court-métrage qui s'appelle Chigger Alley, où il interprète un clone d'Hitler qui arrive dans une taverne. Oh putain. Ça dure 10 minutes, c'est sur Vimeo, mais on peut pas le voir parce qu'il y a un mot de passe. T'as vraiment cherché à voir ce truc, hein. Ouais. Après, à nouveau, Crumbs, je dis pas que c'est un mauvais film, je pense même que ça ne l'est pas, parce que des belles images et ça je pensais juste à un espèce de côté fable, en fait. Une espèce de côté fable, quasi onirique par moment, sur justement tu as dit, l'espèce de perte de repère d'une civilisation. Mais je pense que c'était vraiment pas le... Après, il reste en tête, hein, ça vous pouvez être sûr, il y a des trucs qui restent en tête. Hein. Le Père Noël, il va rester longtemps. Le Père Noël fumeur qui met des tatanes à Superman. Faut concevoir l'image. Hein. Voilà. À la photo, on a un certain Israël Seoane, donc qui a co-réalisé avec Yanzo le court-métrage, donc Chigger Alley, qu'il a d'ailleurs signé de son pseudonyme Fanta Ananas. Mais putain, comment je suis censé... Non mais à l'aide, comment je suis censé... Enfin bref, j'arrête. Voilà, et à la musique, on a un certain Atomizador. Oui, Atomizador. Voilà, qui a bossé que pour des films de Miguel Yanzo. On n'a dit pas d'accent. Voilà. Donc, on a un budget estimé pour le film, à savoir 200 000 euros. 200 000 balles. Putain, mais qu'est-ce que... Ouais, non, t'as des très beaux paysages. Bah après, il y a les effets spéciaux à payer aussi. Ouais, pour le coup, les effets spéciaux, c'est pas mal parce qu'en fait, ils sont pas super bien faits. Il y a du numérique, c'est tout ça. Mais ça donne un côté décalé en fait au vaisseau. Et du coup, c'est pas mal. Enfin, je trouve ça c'est plutôt pas bienvenu, mais c'est plutôt cohérent. Maintenant, c'est. Oui, enfin, c'est. Raid, c'est vraiment. Wow. Au bout de 20 minutes, ça c'est. Gérard Lefort pour Libération, au bout de 40 minutes, je regardais ma montre et 20 minutes c'était écoulé. Quoi. C'est un peu ça, là, ressenti. Voilà, est-ce qu'on épilogue encore sur le film ou... Bah, il m'a fait penser par quelques aspects, au tout premier film d'Alex Proyas, Gremlins of the Air, Spirits of the Cloud, que j'ai pas vu, qui a un peu cette même vibe d'espèce d'univers un peu fable, onirique, que moi j'avais plutôt bien aimé, Gremlins of the Air, Spirits of the Cloud, même si c'était un peu chiant quand même. Après je pense que si je le reverrai, si je le revois maintenant, je détesterai, pardon.
Et il y a un peu ce côté d'univers où tu comprends pas tout. Et des exemples, même si je pense que Gremlins of the Air, Spirits of the Cloud, putain de titre à rallonge, il était quand même plus accessible, on va dire. L'histoire était tout aussi farfelue. Il y avait une histoire de vélo, enfin de montgolfière, bref. Je me rappelle pas de tout, mais c'était assez beau visuellement et la musique était incroyable. Okay. Là, c'est... Faut s'embarquer. On vous invite à tenter, ça dure 1h08 à nouveau, mais faut oser. Maintenant, c'est vrai que c'est un film éthiopien, c'est chouette que ce soit mis en avant, c'est vraiment chouette. Donc tant mieux, et visiblement sur internet les gens ont l'air d'avoir aimé en fait, donc je pense sincèrement que c'est juste moi qui était pas du tout dans le bon état d'esprit, mais c'était pas vraiment ce que j'avais besoin de, ce que j'avais envie de voir sur le moment. Sur Sens Critique il a une moyenne assez moyenne de 5 sur 10. Très moyenne. Voilà, 5,0. Je crois que sur Letterboxd il est à 3 et quelques, sur 5, hein, donc ce qui est bien. Et après en avis on a globalement du positif, on a un négatif, un moyen, bref. Mais c'est vraiment, c'est du, comment dire, c'est une expérience en fait. Je pense que c'est un film où chacun peut se faire, enfin, chacun peut se faire son avis sur tous les films, mais là sur ce genre de proposition particulièrement, je pense que c'est vraiment un univers où chacun va avoir une réception particulière. Je pense que je le reverrai honnêtement, peut-être un jour où je serai plus même, peut-être qu'en sachant à quoi m'attendre, je l'aurais reçu différemment. Mais là c'est juste, je savais, en fait ce qui est l'avantage aussi de ce genre de film et de Frickson en général, c'est que ce sont des films vraiment pas très connus. Donc moi très honnêtement dans la liste, j'avais entendu parler de Roar, j'avais entendu parler de Inbred. C'est tout. Je n'avais... Si, Louf, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Parce qu'il était dans le World Festival. Le reste, je l'avais jamais vu. Et donc, moi, Crumbs, je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est aussi ça, je pense, l'intérêt de Frickson. C'est le fait de... Il y avait Horsehead aussi, qui était sur Frickson. Ouais. Qui était bien bizarre aussi, mais qui était pas mal. Moi, si je peux rapprocher Crumbs d'un film, peut-être... Alors, c'est un film des Émirats Arabes Unis qui s'appelle... Le seul que j'ai vu, c'est Jin de Toby Hooper. Donc là, tu as l'aider. Qui s'appelle Beyond the Sea of Light, il me semble. Pas du tout, mais le titre est bien, le titre est beau. Ouais, et en gros, on suit un immigré de je ne sais plus quel pays qui arrive en gros aux Émirats Arabes Unis pour avoir un travail et payer les soins de sa mère. Et c'était bien. C'était atypique, disons. On suit en gros ces déambulations avec un taf qui paye pas, une tentation vers le crime, enfin vers le vol, le larcin, un truc comme ça. Après, moi, j'avoue que moi, j'aime plutôt bien, enfin, c'est genre de, ça me fait penser, divagation rapide, sur ces genres de films. Rapide. Comment ? Joli. Mais ce genre de film où tu sens que c'est des films où t'es dans la tête du réalisateur. J'avoue que moi, j'aime plutôt bien ce genre de proposition normalement, en fait. C'est-à-dire, moi, les exemples qui viennent en tête, il y a Lords of Salem de Rob Zombie, qu'on peut détester cordialement, que moi, j'aime vraiment énormément, parce que je trouve qu'il a un côté... Pardon, c'est Beneath a Sea of Light. Le titre est magnifique, j'aime beaucoup le titre. Et ça me fait penser, tu vois, Lords of Salem de Rob Zombie, c'est un film monde, c'est-à-dire que t'es dans la tête du réalisateur. Je peux comprendre qu'on déteste vraiment et qu'on trouve ça extrêmement poseur, moi j'aime vraiment beaucoup. Les films du même style, ça me fait penser à Beyond the Black Rainbow, de Panos Cosmatos, que moi je trouve être un film incroyable, mais qui est ultra arty et qui est aussi extrêmement raide dans son approche. On peut penser à Under the Silver Lake aussi un petit peu, qui a cette vibe extrêmement arty. Mais pour moi, je pense que le sommet de film monde, vraiment, c'est Southland Tales de Richard Kelly. Ah, que j'ai toujours pas vu. Qui est, comment dire, c'est indescriptible. Ce film, moi je l'adore, vraiment, c'est un film qui m'obsède vraiment. Je trouve que c'est un film qui... Je comprends pas comment il a été fait, je comprends pas comment, pourquoi, mais c'est un film que j'aime vraiment énormément, et plus je le vois, plus je l'aime en fait. Et voilà, et je pense que Crumbs est un peu comme ça, avec beaucoup moins d'argent, en tout cas beaucoup moins d'argent visible, mais je pense que c'est ce genre de film, et c'est pour ça que j'ai quand même une attache particulière à lui, et que je pense le revoir. Donc voilà, ça m'a permis de divaguer un petit peu, pour parler un petit peu de ce genre de cinéma. Maintenant, à nouveau, je pense que c'est vraiment des propositions tellement radicales tant dans leur approche que dans leur proposition, d'une façon plus générale, que généralement je peux totalement comprendre que les gens détestent. Genre moi, Lords of Salem, je pense qu'on a un ami commun, où tu connais son avis dessus, oui. Ulysse, on pense à toi, qui déteste ce film parce qu'il trouve que c'est un énorme film de poseur. Est-ce que je peux lui donner, est-ce qu'il adore, je sais pas, mais c'est ça en fait, c'est vraiment, c'est des propositions tellement radicales, tellement uniques, que c'est compliqué de trancher un avis, je pense, dessus. Ouais. Tu as fini sur Crumbs. J'ai fini sur Crumbs. Est-ce qu'on peut passer au meilleur film, enfin non, le deuxième meilleur film de cette sélection, mon petit chouchou. Peut-être le meilleur pour moi. Mon petit chouchou. Est-ce que tu peux me le dire avec le titre VO, s'il te plaît, qui est un titre incroyable.
incroyable. Voilà, donc on enchaîne sur Crystal Eyes ou Mirada de Cristal. Mirada de Cristal, qui moi, tu sais, moi j'ai vu Crystal Skull, j'ai fait j'ai eu des souvenirs de un épisode qu'on avait fait avec un film traumatisant qui était un peu une belle expérience, on va dire. Voilà, Mirada de Cristal. Mirada de Cristal. Quel beau titre. Voilà, donc résumé, on est à Buenos Aires. Buenos Aires. On a dit pas d'accent. En 1985. Non, en 1985 à Buenos Aires. En 85 ? Ouais. Je note, je vérifie, je laisse continuer. Non mais j'ai vérifié le film sur 85. Non mais c'est juste pour vérifier un autre truc qui est sorti en 85. Vas-y. Ok. Et donc on est un an jour pour jour après la mort de la mannequin Alexis Carpenter. Alexis Carpenter. Qui est une mannequin qui était... Vas-y, je viens de trouver un truc qui confirme une théorie que j'avais. Est-ce que c'est un film qui commence par O ? Non, tu verras. Ok. Alors, donc qui était la mannequin un peu la plus populaire de son temps, mais que personne pouvait saquer parce qu'elle était insupportable. De son agence plutôt. Ouais. Moi j'ai pas eu l'impression que c'était généralisé à l'époque, mais plutôt que c'était vraiment spécifique à l'agence. Peut-être, ouais. Et donc elle meurt comme une conne foncièrement de... Bah, alors, si j'ai bien compris, elle s'électrocute. Elle s'électrocute, elle se fait cramer, du coup elle brûle. Et vu que c'était une blaireau avec tout le monde, elle peut pas... Enfin, je sais pas... Personne ne vient la sauver tout de suite, et donc c'est trop tard pour la sauver. Bref, elle meurt brûlée vive d'un accident bête. Voilà. Mais c'était pas quelqu'un de très gentil au passage. Sauf que un an jour pour jour, après sa mort, quelqu'un va commettre des meurtres. À l'occasion d'un shooting organisé pour la mémoire de Alexis Carpenter. Voilà. Va commettre des meurtres avec la même robe, enfin la même tenue en tout cas, qu'elle avait au moment de sa mort. Et surtout, cette personne-là a un masque de mannequin de magasin de vêtements. Ouais, de mannequin de magasin de luxe en fait, spécifiquement, qui avec les maquillés, qui est déjà pré-maquillé en fait, qui donne des têtes très dérangeantes. Si vous avez déjà vu ce genre de mannequin, en fait, il y en a plus beaucoup ici, mais il y en a en Allemagne. J'en sais quelque chose. En fait, ils sont pré-maquillés, du coup les visages sont dessinés, ce qui donne vraiment un aspect Uncanny Valley extrêmement bizarre, qui, je vais y revenir, marche, je trouve, incroyablement bien dans le film. Est-ce que tu as à tout hasard le chef-op et le compositeur ? Parce que eux, ils sont pas dans mon Death Note, eux ils sont dans ma liste à suivre. J'ai le chef-op, qui s'appelle, donc c'est deux chefs opératrices, qui s'appellent Cecilia Casas et Vanina Gottardi. Voilà, qui ont bossé que sur ça et sur la série du duo de réalisateurs. Qui s'appelle du coup Ezequiel Endelman et Leandro Montejano. Mais écoute, je me note les idées parce que je pense que je détaillerai mon avis après sur Crystal Eyes, mais les gens qui me connaissent très bien et qui voient à peu près l'esprit du film peuvent se douter que j'ai adoré. C'est du Neo Jello. Ouais. Et ton compositeur, tu l'as à tout hasard ? Et compositeur, ouais, un certain Pablo Fou. Et le scénariste, c'est les deux réals, ouais. Okay, alors, juste donc le duo de réal qui n'a fait qu'une série dont on n'a aucune info sur IMDb et un autre film, mais qui pareil, n'a pas fait de bruit. Et donc le compositeur Pablo Fou, donc, qui a composé la musique d'un fan film Star Wars qui s'appelle Star Wars Gore-Tech, qui est sur YouTube. Gore-Tech. Oui, ok. Voilà. Là, j'ai des images de mecs qui écoutent de la tech en s'arrachant les organes. Et sinon, presque que des films, dont certains avec des titres chamarrés, comme Pedro Osuna Salva la Navidad, voilà, Pedro Osuna sauve Noël, Zombie Apocalypsis Sensuale 2, Zombie Nazis en la Jungla. Qu'est-ce que... Je te dis, j'adore dénicher les titres à la con. Bah écoute, tu sais quoi, moi je retiendrai uniquement Mirada de Cristal et ça m'ira très bien. Ou encore Covid-19 Zombie Cannibales del Infierno. Non, il faut vraiment savoir aller se faire foutre par moment. Qui sont tous l'œuvre d'un même homme, à savoir Germán Magariños. Un auteur, visiblement, un grand homme. Voilà. Vous verrez jamais son nom dans un de mes bilans de fin d'année, hein, ça c'est sûr. Voilà. Je m'inflige déjà suffisamment de merde pour me taper ça. Hein. Le Germán, donc. Et donc c'est un film qui a été diffusé pour la première fois au festival Mar del Plata en Argentine. Ok, donc film argentin, tu l'avais dit. Film argentin sorti en 2017. Et donc, parlons du cast vite fait, c'est quasiment que des inconnus. Bah écoute, moi sur mes deux derniers, pareil. Voilà. C'est que des inconnus, c'est-à-dire que voilà, on a des noms comme Silvia Montanari, Anahi Politi, Erika Boveri, Claudio Armesto, Valeria Giorschelli, Diego Benedetto. Voilà. Diego Benedetta, lol. Voilà. Putain, je suis débile. Donc, que des noms connus qui ont fait carrière après. Mais, par contre, celle qui joue Alexis Carpenter, une certaine Camila Pizzo, a commencé sa carrière en jouant... Alors ça,
les gens qui ont grandi avec Disney Channel comme moi, ça va leur foutre un truc dans le crâne, qui a commencé sa carrière en jouant dans 2 épisodes de Violetta. Alors... Comment dire, tu vois, moi je parle de Avengement avec Scott Adkins, c'est pas fantastique, mais c'est un super film. Est-ce que t'es à 2 doigts de nous recommander Violetta là? Pas du tout. Est-ce que t'es à 2... Tu sais d'ailleurs, j'ai découvert un truc, à nouveau, puisqu'on digresse, autant s'amuser, que la chanteuse que la chanteuse de Violetta, j'ai plus son nom en tête. Attends. Putain, ma soeur l'a forcément en tête. Il vient de me revenir personnellement. Martina Stoessel. Putain, oui, Martina Stoessel. Ne demande pas pourquoi je le connais. Elle s'est reconvertie dans la chanson. Et en fait, elle s'appelle Tini maintenant. Oui. Voilà. Oui, et je crois qu'il y a eu un documentaire sur ça qui passait sur Disney Channel en plus à l'époque. Alors ça, par contre, ça devient gênant, t'en sais beaucoup trop. je regardais Disney Channel. J'ai une petite sœur qui a 1 an et demi de moins que moi. Ouais, ça cherche des excuses, ouais, voilà. Ça cherche des excuses, ouais. Non, mais c'est... Pourquoi pas. Mais bref, moi je peux démarrer un truc sur Crystallize pour revenir au sujet. C'est une critique Letterboxd que j'ai beaucoup aimé, qui dit juste, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Tu sais, j'aime beaucoup, c'est un truc qui serait classe, tu vois, c'est un jour où t'es payé pour écrire une critique, tu vois, tu l'as fini sur cette phrase, moi je trouve ça classe. Est-ce que tu veux démarrer sur Miranda de Cristal? Miranda de Cristal. Bah franchement, c'est le premier film que j'ai maté pour rattraper l'épisode, à part Loose que j'avais déjà vu l'année dernière du coup. Mais donc... Franchement, très bonne entrée en matière. Je pense que c'est mon petit préféré de l'épisode. Je pense qu'il se bat avec Luth. Ouais. Après, sans spoiler, on est tous les deux des Argento-zouz. Surtout toi. Surtout, oui. Alors, si vous ne le savez pas, je dis tout de suite. T'as vu tout l'Argento, toi? Je vénère Argento. Oui, j'ai même vu son film historique qu'il a fait avant Profondo Rosso. Il est pas très connu, lui, mais il est très chiant à trouver d'ailleurs. Hein, ok. Mais j'adore Argento. Je fais partie des rares débiles qui défendent le sang des innocents. On n'est pas beaucoup, hein, mais on le défend. On l'a rencontré, Argento. On l'a rencontré, très sympa. J'ai un Blu-ray de Suspiria dédicacé, yes! Moi, c'est un DVD parce que mon Blu-ray, La fierté. Il est noir, donc ça, je peux raconter l'anecdote là-dessus. Donc c'était... Alors, Storytime. C'était pour l'avant-première de Vortex au Max Linder. Ouais. Avec Gaspard Noé qui était là d'ailleurs. Gaspard Noé, Alex Lutz et Françoise Lebrun aussi. Françoise Lebrun et Dario Argento. Et dans la journée, je passe à la Fnac pour acheter un Blu-ray de Suspiria, plein prix. Donc Blu-ray Fnac plein prix et clac, tu vois, j'y passe, pour pouvoir avoir un Blu-ray dédicacé. Mais du coup, j'ai un Blu-ray dédicacé, donc ça c'est cool. Mais il me semble qu'il est... ça fait déjà un moment qu'il est dans les offres 3 Blu-ray 30€. Bah, moi, je l'ai payé plein prix, hein, il m'a fait mal. Combien? Bref, 20 balles. Et donc, c'est... J'adore Argento, j'adore la... Enfin, pour moi, les années 80 de Argento, c'est peut-être qu'il a fait de mieux, genre fin 70, début 80, jusqu'à... Tu vois, Opéra, c'est le moment où ça commence tout doucement, mais petit à petit à descendre. C'est le haut de la montagne russe. Ouais, voilà, ça, c'est-à-dire qu'à partir... Tu vois, il a un sommet à Suspiria, qui... Après, tu vois, il a fait Inferno, que je trouve incroyable, mais tiens, on parlait de film monde, je pense que lui, il en fait partie. Inferno, c'est une bonne chose pour le comprendre. Il y a un peu une courbe de Gauss dans la carrière de Argento. C'est un peu ça, exactement. Après, il fait Phénoména, que moi je trouve être incroyable, j'adore Phénoména. Il fait Opéra, qui est, en termes de réalisation et visuellement, un de ses plus beaux films, vraiment. Mais qui a un scénario bête. Soyons honnêtes, Opéra, c'est quand même un peu con. Un petit peu. Même si ça reste un très bon film. Et après, tu vois, il commence à chuter doucement. Et le film se déroule, enfin, Miranda de Cristal se déroule en 85. 85, c'est l'année de sortie de Phénoména. C'est-à-dire que c'est entre Opéra, qui est son sommet visuel, mais c'est incroyable, Phénoména, qui est un de ces films que moi je préfère, même si c'est un film qui est un peu rock'n'roll, c'est-à-dire que à un moment tu sais pas pourquoi il va envoyer du Iron Maiden dans Phénoména, c'est génial. Et voilà, et c'est Miranda de Cristal, c'est vraiment un film qui fait énormément de pieds au Argento de cette époque. Il va aller taper dans Suspiria beaucoup, il va aller taper dans Phénoména, il va aller taper dans Inferno, il va aller taper dans Opéra. C'est un film qui fait beaucoup d'appels du pied au Argento de cette époque. Je te laisse reprendre pour... Moi je détaillerai ma dithyrambe après. Et non, vas-y, je te laisse démarrer, continuer sur Miranda de Cristal. Voilà, bah, Miranda de Cristal, c'est dans la veine du Giallo de cette époque-là, c'est-à-dire que le casting... Ça joue. Ils existent. Voilà. Ça joue. Après, il y a un tueur qui est quand même très iconisé, ça c'est cool. Qui fonctionne. Je parlais du côté extrêmement dérangeant du mannequin. Ouais. Et là, ça fonctionne parce que parfois elle se tient immobile. Sans aucune raison. Ce qui donne un côté vraiment
étrange, décalé, qui fonctionne vraiment bien, et honnêtement, c'est le look de tueur est super. Il est sur l'affiche d'ailleurs, mais honnêtement, c'est un look de tueur qui est vraiment assez génial en fait. Donc ça fonctionne super bien. Ouais, et ouais, donc déjà le look du tueur, mais de base il est iconisé et il est, ouais, ben, comme t'as dit, bien mis en scène du coup, même quand il reste immobile. Tueur ou tueuse d'ailleurs, on ne sait pas. Mystère. Et les effets spéciaux sont très beaux. On n'est pas sur du gore qui tâche, mais on est sur des effets de sang un peu à la Profondo Rosso, c'est-à-dire le sang extrêmement vif, très stylisé, qui peut déranger, mais qui ici, je trouve, fonctionne bien. C'est moi, il n'y a pas beaucoup de films où ça fonctionne, le sang très rouge comme ça, mais là ça s'en sort bien. Alors pour le coup, la photo... C'est magnifique. C'est incroyable. Il y a un cachet, ça c'est sûr, mais je suis un peu dubitatif dans le sens où j'ai plus l'impression qu'il y a eu un filtre qui a été mis constamment sur le film plutôt qu'un travail scène par scène ou... Je pense que c'est ça, mais je trouve que ça donne un film à côté VHS un peu crade. Ouais. Que j'aime bien, c'est-à-dire t'as l'impression de sortir un vieux giallo des tiroirs et de le regarder sur VHS, tu vois, je trouve que ça donne une patte, surtout que c'est des couleurs très suspiriesques, c'est-à-dire que vraiment les murs sont rouges, t'as l'éclairage de la chambre d'une des filles, je crois qui est bleu, mais genre bleu. Ouais. Vraiment c'est pas l'éclairage de la chambre des jumelles ? Si, je crois. Ouais. Mais vraiment, c'est beaucoup de mise en scène, beaucoup axé sur la couleur. C'est un film qui est très sensitif visuellement. Et je trouve que moi, ça donne un cachet. Après, c'est vrai que je pense que c'est plus un espèce de filtre passé par-dessus, mais qui s'y donne sens par conséquent. Donc, je suis prêt à lui pardonner cette erreur. Ouais, et alors je t'avoue que la musique m'a pas marqué de fou. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une espèce de synthwave un peu atmo que j'ai trouvé vraiment plutôt efficace. Bah, tu la vois. La musique de fin est super d'ailleurs, mais plus d'une fois moi je l'ai écouté et je me suis dit putain je vais m'ajouter ça parce que honnêtement c'était vraiment chouette la BO de Crystallize. Donc bon, petit plaisir des yeux et des oreilles ma foi. C'est pas désagréable mais c'est juste que ça marquait pas. Le thème principal est sur YouTube si vous le cherchez. Oui, je confirme. Je confirme. Je l'ai écouté plus d'une fois. Ah c'est toi les 600 de vues ? Il y en a au moins 4, c'est moi. Non, et Mirada di Cristal, un truc que je me suis fait la remarque, c'est que c'est un néo-giallo, mais néo-giallo, c'est quasiment un giallo de l'époque en fait, il est néo que par l'époque où il a été fait, mais c'est vraiment, il a des codes de l'époque, qui visiblement a pas coûté très cher, c'est-à-dire que, vous voyez la scène d'intro, t'as pas beaucoup de figurants, t'as pas beaucoup de lieux ou autre, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une espèce d'ambiance qui s'en dégageait, qui m'a rappelé un peu Inferno. J'ai toujours pas vu Inferno. C'est un petit Inferno, tu vois, mais qui m'a rappelé un peu ça. Honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Et surtout, je me suis fait une remarque bête, hein, mais c'est un giallo récent qui passe le test de Bechdel. Qui est un test qui vaut ce qu'il vaut, évidemment. Mais l'air de rien, ça m'a rappelé que tous ne le passent pas. Et ici, ça fonctionne bien, et comme ça se passe en plus quand ça se passe dans l'univers de la mode, je pensais... Ça fait quasiment que des persos féminins, surtout dans le film. Mais c'est vraiment un giallo de l'époque. C'est-à-dire que tu retrouves, si on résume, tu retrouves les couleurs, tu retrouves les persos féminins principaux, tu retrouves cette façon d'iconiser les meurtres, cette espèce quasiment de kink sur les mains du tueur, en fait, qui est vraiment... Ouais. C'est à deux doigts de l'excitation sexuelle, voilà. Tu retrouves ces espèces de lieux qui sont surréalistes mais qui fonctionnent vraiment bien. Enfin, moi, Mirada di Cristal, j'ai vraiment adoré. C'est un giallo des années 70 sorti dans les années 2010. Tout ce que je peux aimer. Enfin, les années 70-80 plutôt. Devant tout ce que je peux aimer. C'est vraiment pas très connu et ça devrait l'être plus. C'était super cool, Mirada di Cristal. Ouais. Après, où est la frontière entre l'hommage et la repompe. Et peut-être le manque de savoir-faire avec ce qui se fait aujourd'hui. Bien vu, je peux pas m'empêcher. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est honnête parce que ça va pas repomper non plus un giallo. Ça va en utiliser les codes, mais vraiment tous et les refaire. Donc, est-ce que c'est peut-être un peu facile aussi, bien vu maintenant, c'est quand même fait avec un certain talent. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein d'idées de mise en scène et de cadres. Enfin, parfois assez discrètes, mais que je trouve vraiment plutôt bien. Notamment dans la scène de fin, t'as plein d'idées de cadres que je trouve plutôt bien foutues. Oui. Après, typiquement, je trouve que la photo, par exemple, ça a ce côté un peu cache-misère peut-être. Oui, il y a un côté un peu t'en mettre plein la gueule pour cacher un peu le fait que t'as des scènes qui sont très belles, à côté t'en as d'autres où c'est un peu moins... Mais pas tant ça, plus comme je te dis, cette espèce de sentiment de filtre Instagram ou Skyblog plutôt, un peu pas fou, qui donne plus l'impression de j'ai voulu imiter
l'époque plutôt que j'ai voulu faire comme à l'époque. Bien vu, bah je sais pas en fait, est-ce qu'il a été tourné sur pellicule ou en numérique? Je sais pas du tout. Vu comment c'est un film à bas budget, il a été tourné en numérique. Hein. Ouais, donc ça, bien vu, bien vu. Maintenant, je pense honnêtement que c'est honnête, c'est-à-dire je pense que ça peut faire cache-misère, mais dans tous les Giallo enfin dans tous les néo-Giallo qu'on a pu avoir, moi il y en a un auquel je pense que j'ai vu il y a quelques années, qui s'appelait Un couteau dans le cœur. Ah, avec Vanessa Paradis. Ouais, de Yann Gozlan, je crois que c'est lui qui l'avait fait. Ouais, je crois que je l'ai pas vu. Et qui était vraiment pas mal, qui se passait, si je dis pas de bêtises, dans l'univers du porno. Il me semble. Qui était plutôt du porno gay d'ailleurs, je crois. Porno gay, ouais, qui était plutôt pas mal. Donc non, c'est vraiment un chouette film. Et comment dire, moi ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que ça m'a fait me dire, ça faisait combien de temps que j'avais pas vu un film qui rendait aussi bien hommage ou qui repompait aussi bien le Giallo de cette époque-là. En fait, ça m'a fait penser. Alors, après, il est sorti avant Couteau dans le cœur, celui-là. Oui, il est sorti. Oui, c'est ça. Ça faisait combien de temps que je sais pas, il y en a pas beaucoup et c'est un genre qui. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y aurait matière à refaire du Giallo de façon pertinente. C'est-à-dire qu'il y a eu Dark Glasses de Argento qui était. Ouais. Qui était un film qui existait. Que j'ai pas vu encore. Qui est pas mauvais, mais qui Est-ce qu'il sera dans la partie 3 du bilan? Oui, il sera dedans. Il sera dedans, ça c'est sûr. Maintenant, il faut juste que je trouve les bons mots. Je galère déjà à trouver les mots pour Arthur Malédiction, donc c'est chaud quoi. Non, mais je sais pas, c'est dommage, ça m'a fait penser à ça, tu vois, de me dire, ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un bon Giallo en fait. Et là, je trouve ça sent bien. Je trouve la fin un peu nulle éventuellement quand même. C'est la fin classique de Giallo en fait. C'est le twist. C'est le tueur est mort et en fait, non, pas du tout. Voilà. On divulgage ou. Non, ça pour le coup, ça sert pas à grand chose parce que c'est un petit bonus, donc oui. Autant la laisser. Mais c'est. Après, on regarde pas les Giallo pour savoir qui est le tueur. Ça dépend lesquels, mais ceux de Argento, non. Voilà. Et mais ça reste quand même, je trouve, une proposition vraiment chouette, vraiment belle. Mais non, c'est très cool. Voilà, donc moi, je peux donner l'impression de dénigrer un peu le film, mais c'est, je pense, mon préféré de la sélection. Donc, Et honnêtement, si vous avez l'occasion de le mater un peu tard le soir, un peu fatigué, parfaite condition, c'est parfait. Ah non, moi je l'ai maté une après-midi sur mon ordi. Ça devait être marrant ça. Ouais. Tu sais, te prendre plein de couleurs à 16h, là, waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais c'est. Non, vraiment, moi si je devais retenir 2 films de la sélection, personnellement, enfin. 3, celui-là et les 2 d'après. Je retiens les 2 d'après quand même. Mais celui-là, vraiment, ça a été pour moi la meilleure surprise. D'autant plus que l'affiche me donnait très envie. Donc, tu sais, je me suis gardé pour la fin parce que je me suis dit, ça va faire plaisir. Ah non, moi, c'est par celui-là que j'ai commencé du coup. Non, mais franchement, bon choix. Et après, j'ai maté. Dans l'an, je crois que j'ai fait celui-là, Crumbs, Blood Punch, Inbred, et je me suis refait loose. T'as fait de la montagne russe de préparation. Voilà, non, Crystal Eyes, c'est très chouette. C'est un super giallo. À nouveau qu'il y a. Ah non, et entre. Après Inbred. Il en manquait un, ouais. Ouais, il en manquait un. Bah, le dernier, Roar, du coup. Mais pour le coup, c'est pour ça. Mirada de Cristal, c'est pas un film qui a coûté très cher, mais honnêtement, si vous voulez voir un chouette giallo vraiment plus bien emballé que bien fait, peut-être, oui, plutôt. Foncez, c'est vraiment une très chouette proposition. Je trouve ça juste un peu dommage, je trouve, que, je pensais juste aussi, étant donné le contexte dans lequel il est, qui est le contexte de la mode, il ne l'exploite jamais vraiment. C'est vrai que niveau costume, c'est pas folichon. Niveau costume, mais surtout, ça pourrait être le milieu de la photo, ça pourrait être le milieu de la chanson, ça pourrait être n'importe quoi. C'est jamais spécifié le modèle de la mode. Et pourtant, il y a des scènes super. Genre moi, la première scène de meurtre, celle avec les 2 garçons, j'en dis pas trop plus parce qu'il y a un twist autour de cette scène, oui. Je la trouve super, d'autant plus qu'il y a un plan qui est assez anxiogène, où en fait, c'est un plan où au premier plan, on voit un des garçons de la scène, et juste derrière, on voit le tueur déguisé en mannequin. Et pour le coup, je trouve ça vraiment... Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'angle qui instille une angoisse qui est plutôt efficace. Vraiment, c'est dommage qu'il ne creuse pas plus le sujet de la mode. Maintenant, si vous aimez Argento et que vous voulez vous reprendre une belle dose de couleur, allez-y, Mirada de Cristal, c'est de la mode. Et surtout qu'il y a des meurtres très sympas, notamment un dans un parking, je ne détaille pas. Voilà, qu'est-ce que tu es en train de regarder ? Non, je regardais s'il avait pas des avis sans critique, mais j'étais en train de me rappeler que c'est moi qui ai créé la page sans critique du film, donc Ah ouais. Bon, Mirada de Cristal, c'est de la bonne, et on passe aux 2 derniers films. Passons aux derniers films. Ça va être une émission plus courte que d'habitude. On espère que vous nous en remerciez. Notez par ailleurs qu'a priori la qualité son est meilleure. Oui, que l'épisode d'avant. On a fait attention, à nouveau, je m'excuse de la qualité son de l'épisode d'avant. On fait plus attention à l'avenir. Ouais, alors, le micro était bref, mal branché. Passons donc aux 2 derniers films. Alors les 2 derniers films de cette sélection, alors on va
parler du premier, qui est plus connu que le deuxième. C'est donc Luth, The Flower of Evil. Alors, c'est réalisé et scénarisé par un bonhomme qui s'appelle Juan Diego Escobar Alzate, qui n'a fait que ça. Alors, il a fait visiblement autre chose, mais je n'ai rien trouvé de concret sur ce qu'il a fait d'autre. Okay. On retiendra ça. La photo est assurée par Nicolas Caballeros Arenas. Très belle photo. Magnifique photo. D'ailleurs, pour l'horreur de Festival de la Dernière, c'est le film qui avait eu le prix de la photo. Le prix de la photo, ouais. A raison. À la musique, on a Brian Heater. Brian Radiator. Alors, le synopsis, à nouveau, merci Internet. Dans les montagnes, un prédicateur connu sous le nom de The Lord, El Señor, commence à perdre sa crédibilité après avoir promis à ses disciples naïfs qu'il pourrait invoquer une sorte de dieu sous une forme enfantine. Alors le film a fait une énorme tournée de festival, vraiment, où il a eu des retours mitigés. Il a fait des festes en France Je suis pas sûr qu'il en ait fait en France, mais il a fait CJS, par exemple. Okay. Et en fait, beaucoup de retours encensaient la photographie, et certains disaient que c'était globalement une espèce de grosse merde prétentieuse, ou que c'était colossalement chiant, ce qui est compréhensible. Maintenant, on parlait de films monde sur Crumbs. Ah non, pas de festival. Pas de film univers, mais de films où tu sens que c'est un auteur derrière, qui a une patte, et qui peut être un peu abrupte à aborder, on va dire. Luth, c'est un peu ça. C'est-à-dire, alors, d'ailleurs, ne vous fiez pas à l'affiche, la photo est très colorée. Ne vous fiez pas à l'affiche. Ah oui, c'est très coloré, avec notamment soit des plans sur de l'herbe très très verte. Oui. Alors, soit la lune qui nous fonce dessus, bordel de merde. Alors, c'est... ça. Alors, je parlais de fable sur Crumbs, on est plus dans une espèce de logique de conte sur Luth. C'est-à-dire que les couleurs sont extrêmement criardes, ce qui va vraiment accentuer ce côté fantaisiste d'univers, pour donner un récit qui va développer une espèce de réflexion, qui va développer une réflexion sur la foi, qui va vraiment mettre en exergue ce que c'est que la foi, ce que c'est de croire, étant donné que El Señor, certes, ça va être l'espèce de gourou de cette secte, mais c'est aussi une grosse merde, vu que c'est un violeur, c'est un serial killer, c'est une grosse merde, disons-le. Voilà. Mais le film va aller questionner justement pourquoi est-ce que les gens croient en lui, comment est-ce qu'il a pu instiguer cette croyance, et comment est-ce que les gens peuvent s'en détourner tout en ayant peur de se détourner potentiellement de la référence de ce que c'est qu'un dieu. Bah, tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Vas-y. À The Witch. Mais justement, ça a vraiment des vibes The Witch, où j'ai perdu l'autre film que j'avais en tête, ce n'est pas grave, mais un autre film de folk horror qui interroge là-dessus. Mais c'est vraiment une espèce de The Witch coloré, c'est ça, ce qui est déjà bien. The Witch avec des pastels. Voilà, mais je trouve qu'il va un peu plus loin que The Witch. Alors, il est beaucoup plus abrupt que The Witch. The Witch, déjà, c'est pas forcément très abordable. Enfin, The Witch, je suis pas le plus gros fan de The Witch, mais moi non plus, mais j'aime bien. Déjà, The Witch, faut être dans l'état d'esprit, on va dire, pour y aller. On parle de The Witch de Robert Eggers, Robert Eggers, c'est qu'il n'y ait pas de confusion. Mais là, c'est-à-dire que c'est très lent, encore plus que The Witch. En fait, ça m'a rappelé, un petit peu, toute proportion gardée, des vibes Mandy, genre le début de Mandy. Un peu. Quand c'est coloré et que c'est très lent. Alors, uniquement par l'esthétique, hein, j'entends avant le barbecue, on va dire, de Mandy. Et alors, Mandy de Panos Cosmatos, qui est un film que j'adore. Et en fait, c'est vraiment un film qui va amener ces réflexions-là. Maintenant, est-ce qu'il les réussit toutes ? Je ne pense pas. Je trouve qu'il y a certains aspects qui sont quand même, je peux dire, foirés, mais qui sont peut-être un peu ambitieux, vu le film. Mais je trouve quand même que c'est une proposition qui est vraiment belle, qui est vraiment chouette, et qui, surtout, qui a une personnalité, qui a une patte, et qui amène quelque chose de vraiment intéressant. C'est un espèce d'angle sur la foi qui est beaucoup plus direct aussi que dans The Witch, et qui, je trouve, reste pertinent tout au long du film, qui est un peu dur à suivre par moments, quand même. Je trouve le scénario un peu confus, quand même. Mais je dois admettre qu'il y a vraiment une ambiance qui s'en dégage, et que j'ai été quand même au global, plutôt séduit par le film. Et évidemment, mention à la photo qui est magnifique, genre les plans de nuit sont à tomber par terre. Ouais. Et toi, je sais que tu l'abordais avec un peu plus de crainte. Bah, moi, je l'avais déjà vu, comme toi, du coup, je l'avais vu il y a 1 an à peu près. Et il avait pas. Enfin, j'en ai pas gardé un souvenir intarissable. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de film où je me dis, c'est beau, mais je m'emmerde. Et ce qui est compréhensible, Tout le film dure 1h40, je crois, 1h45. Ouais. Et pour le coup, si on n'est pas dedans, ça peut être long, ça peut être très long. Voilà, c'est ça. Bah, pour le coup, ça a été long. C'est-à-dire que.
je me suis un peu moins emmerdé cette fois-ci que la première fois, mais ouais, globalement c'est beau, mais je m'emmerde. Et bah, ça m'intéresse pas des masses, hein, les personnages, je les trouve. Tous ne sont pas incarnés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les 3 filles, les 3 héroïnes qui, elles, sont incarnées, qui, elles, ont une personnalité, parce qu'elles servent le propos du film de suivre la foi, où chacune va avoir son point de vue sur le sujet. T'en as une qui est déjà totalement détournée, une qui est dans l'hésitation, une qui, au contraire, est un peu plus convaincue, on va dire, entre guillemets. Ouais. Mais tu vois que c'est vraiment... Celle qui est convaincue, tu parles de celle qui a mangé des pages de la Bible pour avoir le Seigneur en elle. Oui, alors, oui, cette scène est... Bref... oui, cette scène est dans le film. Et en fait, c'est plus un film qui va servir une réflexion plus que développer une narration une narration plus conventionnelle, on va dire. Et qui... non, c'est radical, c'est vraiment une proposition radicale. Moi j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, c'est vrai que si jamais vous cherchez un truc plus... pas plus simple, mais plus tenu, on va dire, dans sa narration, The Witch est peut-être plus à recommander et plus abordable, on va dire. Ouais, on va dire ça, ouais, c'est plus... En fait, c'est une version abordable et colorée de The Witch. C'est la version genre Teletubbies de 20, moins abordable. Du coup, c'est la version Panos Cosmatos de The Witch. Un peu, tu vois, c'est un peu. Toute proportion gardée, évidemment. On n'est pas non plus chez Cosmatos. Même si, ça aurait été marrant quand même. Cosmatos derrière Luth, ça aurait été pas mal. Tu sais, genre, il t'aurait filmé la montagne en te mettant des gros riffs de métal derrière. J'aurais adoré. T'as du King Crimson en BO de Luth. Ça aurait été beau. La musique du film d'Aaron Sorkin, elle est très belle aussi. Moi j'aime beaucoup. Après, c'est une musique très planante. Ouais. C'est vraiment. Enfin, vous voyez le film en étant genre téléphone éteint, lumière éteinte. Rentrez dedans. Sinon, il va pas faire de pas vers vous quoi. Faut vraiment rentrer dans l'univers du film. Est-ce que les ennemis de l'horreur pourraient le qualifier d'Elevated Horror ? Oui, c'est clairement une volonté d'Elevated. Maintenant, enfin, restons humbles, restons bien. C'est de la folk horror. Oui. De la folk horror très raide, c'est-à-dire pour le coup dans la deuxième partie du bilan, j'ai parlé d'un film qui s'appelait The Fist de Lee Haven-Jones, je crois, qui était aussi une espèce de proposition d'horreur folk horror, de film très punitif, très doloriste, etc. C'est un peu ça dans Luth, The Flower of Evil, qui est un peu aussi très lent, très lancinant, qui est moins punitif quand même, c'est-à-dire t'as pas ce côté doloriste que tu peux avoir notamment dans le cinéma de Lanthimos ou trucs comme ça. Mais t'as ce même rythme en fait, c'est un peu le cinéma de Lanthimos, le côté punitif en moins, avec des couleurs. Parce que Lanthimos, bon j'en ai vu qu'un seul de lui, c'était La Favorite. Qui est très bien. C'est pas mon préféré, moi j'adore Mise à mort du cerf sacré. Ah j'ai pas encore vu, mais Et Lobster aussi, il est vraiment pas mal. Et Canine, t'en penses quoi ? Je suis pas fan de Canine, je trouve ça un peu provoquant pour pas grand chose. Mais okay. Moi après j'aime bien, typiquement j'aime bien le cinéma de Lars von Trier. Je n'aime pas Lars von Trier, j'aime bien son cinéma. J'aime bien ces films-là en fait, de souvent cette façon de ce côté lent, extrêmement inarrêtable en fait, que j'aime bien. Maintenant c'est vrai que ça peut totalement laisser de côté, c'est vraiment... il faut savoir se laisser porter, on va dire. Donc tu veux qu'on passe à la suite ? On peut passer à la suite. Alors, dernier film, ce sera un épisode très court, je confirme. Ouais. Dernier film, alors Roar. Alors, Roar, qui est un film d'auteur japonais, qui est peut-être, avec Crumbs, le film le plus dur à aborder, je trouve. C'est vraiment le plus dur. Alors, écrit, réalisé, monté et interprété par Ryo Katayama, qui est visiblement un auteur japonais qui a sorti autre chose en 2022, mais je n'ai rien trouvé dessus aussi, c'est pareil. Au casting, on a donc Ryo Katayama et d'autres personnes, c'est surtout lui que j'ai retenu. Alors, pour ce qui est du synopsis, Makoto s'enfuit de chez lui après le suicide de son père, et Hiromi essaye de résister à l'emprise de son patron et entame une relation avec un autre homme. À nouveau, les synopsis Google, c'est pas toujours ça. Alors, pour résumer, un bonhomme... Donc Makoto va assister au suicide de son père après que son frère ait fait une connerie, donc le frère de Makoto, pas le frère du père, ait fait une connerie, et ne peut pas encaisser ça, et va décider de s'enfuir de la maison familiale, et va se retrouver à fréquenter un bonhomme, visiblement quelqu'un qui vit dans la rue, et qui se fait payer pour tabasser des gens. Et à ce moment-là, on qui est donc joué par le réalisateur. Qui est joué par le réalisateur, exactement. Le réalisateur qui a joué un personnage dans Les Enfants Loups, Ame et Yuki. J'ai pas noté ça, j'avoue. Ensuite, et donc à côté on suit un personnage féminin qui de son côté va
résiste aux avances de son patron, a une relation avec un autre homme, espèce de triangle amoureux un peu vicelard. Alors, je vais commencer par un truc, Roar, c'est à nouveau, ça peut vraiment laisser de côté. On n'est pas sur une sélection de films très simple à aborder. On n'est pas sur l'épisode slasher, quoi. On n'est pas sur l'épisode slasher, c'est-à-dire que ça peut vraiment laisser de côté. Je pense que Roman détaillera ça mieux que moi. C'est-à-dire que c'est gris, genre vraiment c'est gris très sombre. Même s'il y a des jeux sur la photo, c'est-à-dire que du côté de Makoto, on est vraiment dans un univers très sombre, très gris, très déprimé et déprimant. Et du côté du personnage féminin, on est plutôt dans... Alors, je n'ai plus son nom, je vais essayer de retrouver son nom pour quand même ne pas la perdre. Hiromi, pardon. En plus, je l'avais dit il y a quelques minutes. Et du côté de Hiromi, on a une photo qui est beaucoup plus éclairée parce qu'elle va affronter ça de façon plus libre, on va dire. Et quand je parle de ça, je veux bien évidemment parler de dépression. Parce que oui, le film va non pas suivre... Alors, pas deux, mais il y a également une troisième intrigue autour d'un personnage d'un frère et d'une sœur, dont l'un des deux doit s'occuper du père mourant. C'est... alors, Roar, qu'est-ce que c'est ? C'est un film visiblement d'un auteur, parce que c'est typiquement le film... Un premier film. C'est-à-dire que... Mais un premier film d'un auteur. C'est-à-dire que il va d'abord vouloir traiter son sujet avant de penser à faire un film. Ce qui peut être vu comme un défaut, moi je peux le concevoir tout à fait, mais qui moi m'a pris... Genre à la fin d'Evangelion ? Evangelion. Ouais. Oui, alors, Evangelion c'est pas pareil, parce que c'est la plus grande œuvre jamais créée par un être humain. Mais... non mais, et Roar en fait, c'est un film qui va interroger la violence. La violence, comment toi tu vas y répondre, comment tu vas la vivre, et surtout, qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas l'accepter ? Est-ce que tu vas la refuser ? Est-ce que tu vas la reproduire ? T'as donc plusieurs façons différentes, ça peut pas être que la violence physique, ça va aussi être une espèce de violence morale. C'est-à-dire que c'est pas un film... alors, j'ai vu des comparaisons avec des films de Kim Ki-duk, notamment Pieta, qui est, je pense, une ignoble merde, mais bon, pourquoi pas. Et Destruction Babies. Alors, c'est beaucoup moins bourrin que ces deux-là. C'est-à-dire que ça se tape dessus, mais c'est pas Tokyo Fist, quoi. C'est pas... ça va pas s'éclater la gueule. Alors, c'est beaucoup moins poseur, prétentieux et... violent frontalement que Pieta, qui est quand même un sommet, je trouve, de mauvais goût assez achevé. C'est beaucoup moins rentre-dedans que Destruction Babies, qui est... un jour on en parlera, je pense, de Destruction Babies, mais faut se l'enquiller quand même. Par contre, alors, ça a fonctionné sur moi, à voir en fonction des réceptions. Et alors, et aussi, à nouveau, j'ai vu les avis globalement sont extrêmement mitigés. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Par exemple, sur Luft, c'est un peu pareil, on n'en avait pas parlé, mais Luft, on a plein qui disent que c'est une énorme merde prétentieuse, d'autres qui disent qu'il y a un truc. Et ici, je trouve qu'il y a un truc. Écoute, sur Roar, sur IMDb, on est à 5,5 sur 10. Ce qui est cohérent. Et Roar, par contre, c'est un film qui est ultra déprimant. C'est-à-dire que il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de solution possible. Tout ne peut te mener que à la violence ou au désespoir. Ce qui est, je trouve, une espèce d'issue. Alors, je sais pas si le film pose un regard là-dessus. Je sais pas s'il pose un regard, on va dire... Je sais pas s'il pose un regard, on va dire, réfléchi dessus, ou s'il est juste nihiliste et il veut juste faire une espèce d'œuvre nihiliste un peu dégueulasse, je sais pas. Mais moi, c'est un film qui m'a vraiment flingué. J'ai beaucoup d'interrogations dessus, c'est un des derniers que j'ai vu, il est encore un peu frais. Je sais pas si c'est entièrement maîtrisé, si c'est avec un vrai fond de... pas de critique, mais au moins de regard et d'espèce d'exorcisme de ce que ça peut donner sur l'auteur, parce que ça a l'air visiblement d'être quelqu'un qui est pas forcément très heureux dans sa vie, à voir s'il fait d'autres films. Mais moi, c'est un film qui m'a vraiment flingué. Et je suppose qu'il a fonctionné sur moi. Est-ce que c'est un bon film ? Peut-être pas. À nouveau, peut-être que c'est juste une merde nihiliste avec Kim Ki-duk. Je ne sais pas. Alors, Kim Ki-duk, je précise, j'aime bien ses premiers films, je déteste ses derniers, à partir de l'arc, à peu près. Voilà. S'il y a des fans de Kim Ki-duk, j'ai pas envie de m'embrouiller, donc... jusqu'à l'arc, pourquoi pas, après l'arc, ça dégage. Et toi, Roman, je sais que t'as été un peu plus hermétique que moi. Ouais, alors à nouveau, c'est raide, soyons honnêtes, si on refait un épisode sur Freaks On, on essaiera de faire des films un peu plus accessibles, peut-être. Peut-être en n'allant pas forcément chercher les exclus. C'était aussi le but de mettre en avant ce que la plateforme pouvait proposer, mais on trouvera. N'hésitez pas, si l'épisode vous plaît, faites-nous des retours, on fera sûrement des épisodes Shadows aussi, enfin bref. Voilà. Vas-y, je te laisse reprendre. La prochaine fois, je parlerai de Wild Virgins, c'est quand même plus fun comme film japonais. Wild Virgins, pour ceux qui l'ont pas, c'est un film où si tu es encore puceau à 30 ans, tu développes des super pouvoirs. Ouais, mais c'est des grands moments de cinéma japonais, ça c'est... Faudra qu'un jour je parle de...
le film avec un homme géant japonais, je ne sais plus, ou Mope, qui est un film aussi. Ou Signal 100, non, pas Signal 100, le film de Johnny To sur le bouddhisme, Running on Karma. Ah putain, ça oui! C'est incroyable, Running on Karma, c'est fantastique. J'ai vu avec Ulysse ça. C'est incroyable, Running on Karma, enfin bref. Il se peut aussi qu'un épisode Japon arrive prochainement, enfin bref, moi ce que j'en dis. À vous de voir. Et donc, ouais, moi c'est un film qui, comme tu dis, m'a laissé assez hermétique, dans le sens où, c'est triste et tout, c'est pas mal fait. Je dirais pas que c'est triste, je dirais que c'est déprimé en fait. Parce que c'est pas un truc qui va te faire tirer les larmes. Moi j'ai pas pleuré. Oui, moi non plus. Mais juste tu le termines, tu te dis juste, putain. Ouais, moi après il y a des fois où je me dis juste, mais tu veux pas enchaîner, film. Ce qui peut se comprendre. Film. Vite. Pas vite, mais juste. Il y a des relents un peu de Snake of June de Tsukamoto. Ce qui moi me parle du coup, mais. Moi non. Moi j'adore Tsukamoto. Donc, mais si vous avez vu Snake of June, il y a un peu des trucs. Il y a une vibe Snake of June qui est sur quelques scènes, notamment les scènes avec le personnage féminin, avec. Hiromi. Putain, honte à moi d'oublier son nom. Ouais, Hiromi. Globalement, c'est. Niveau jeu, c'est bien pour le coup. Ça joue bien. Ça joue bien. La photo, il y a sûr, on a. Oui, il y en a une, mais en fait, c'est que c'est vraiment. Moi, c'est cohérent avec l'envie du film, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, autour du personnage masculin, c'est extrêmement gris, extrêmement noir, et t'as plein de jeux sur les lumières où en fait, justement, t'as une espèce d'effacement de la lumière. T'as un jeu dessus qui est assez remarquable, je trouve. Et du côté du personnage féminin, c'est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux, tout en ayant aussi un espèce de jeu sur comment tu vas feutrer la lumière pour justement la laisser passer, mais de façon plus subtile. Maintenant, est-ce que c'est volontaire ou pas? On peut se poser cette question surtout. Moi, je trouve ça cohérent. Je trouve ça cohérent et surtout, je trouve que ça accentue le côté dépressif terminal du film. Maintenant, c'est vrai, c'est pas un film qui est vraiment très beau. Surtout à côté de Loose ou de Miranda des Cristal, c'est pas un film où tu vas t'arrêter et faire waouh, ça c'est beau. Tu vois, même Crumbs, c'était terne, mais t'avais quand même des images vraiment magnifiques. Là, c'est pas le cas. T'as vraiment, au contraire, une photo. C'est un peu une photo, un peu à la Coldfish. Ah, que j'ai toujours pas vu. En fait, Coldfish qui est. On va finir par faire des épisodes de notion. Ouais. Coldfish qui est, moi, je pense, un des films de tueurs en série qui m'a le plus glacé au monde, vraiment. Qui est un film de Sonotion, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Mais qui est visiblement une merde, donc dommage, c'est dommage pour moi, et surtout tant pis pour lui. Mais qui est un film que je trouve tétanisant, vraiment, parce que c'est un film qui va aussi être profondément noir, extrêmement nihiliste, alors qui pour le coup il y a quand même un autre niveau de réflexion qui va amener des questions sur la masculinité, bref. Et qui a aussi une photo comme ça, très terne, très crade, mais qui va avec cette ambiance vraiment funéraire quasiment du film. Ouais. Et ici, je trouve ça cohérent. Maintenant, à nouveau, c'est pas un film qui va faire un pas vers toi. C'est-à-dire que si toi, spectateur, tu fais pas un effort vers le film, parce qu'à nouveau, le fait d'en faire ou pas, c'est pas un blâme, hein, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est un film qui est exigeant, je trouve. Ça peut te laisser sur le bord et il va pas venir te chercher. Hein. C'est vraiment. Ça a été un peu une constante, hein. Crumbs, Inbred d'une certaine façon. Ça, c'est vraiment. Même Loose, hein. Ouais, mais Loose entièrement. Et moi, à nouveau, c'est des films que j'adore. Enfin, nous, je citais Mandy, je citais Southland Tales. C'est ce genre de film, je pense, où c'est des films tellement radicaux dans leur proposition, il faut faire un pas vers eux. Même Inferno, d'une certaine façon, de Argento. Enfin, si je dis pas de bêtises, il a été fait sous coke, ça se voit quand même, ça se voit par moment, donc c'est vraiment ce genre de cinéma que moi j'aime beaucoup, malgré ses imperfections. Roar, c'est un premier film, c'est-à-dire bon, c'est trop long, ça manque d'émotion, ça manque d'attache au personnage, ça veut parler d'un sujet plus que faire un film, mais sur moi ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que ça peut ne pas marcher du tout. Sur moi ça a pas marché du tout. Après, vraiment, les persos, je t'avoue que j'étais pas du tout avec eux, quoi. Ouais, je me disais, ouais, c'est triste qu'il arrive, mais je m'en tartine un peu les aisselles, quoi. Mais ouais. Je sais pas, c'est une fable nihiliste, ça le raconte pas spécialement mal, mais clairement, ça m'accroche pas, quoi. À nouveau, c'est juste parce que je pense qu'il veut parler d'un sujet plus que de... Et c'est ce que j'ai vu sur tous les avis, j'avais vu une espèce, genre des avis, avec des titres parfois un peu ronflants, du style autopsie de la violence ou des trucs comme ça. Et je trouve que ça va peut-être un peu loin que de dire ça. Je pense que ça a un regard. Maintenant, à nouveau, je me répète encore une fois, mais est-ce que c'est un regard vraiment réfléchi, qui aime
posé, ou est-ce que c'est juste un regard nihiliste sans grand intérêt? Je sais pas du tout. Et la fin là-dessus me fait me poser des questions, parce que la fin est quand même ultra nihiliste. Et est-ce que c'est juste une espèce d'achèvement du style, de toute façon tout est perdu, ce genre de truc? Je sais pas. En fait, je ne sais pas, et moi ça m'énerve, ça me laisse dans beaucoup d'interrogations, donc peut-être que dans quelques mois je le reverrai, je me dirai ah non, on fait de grosses merdes, c'est très bien. Je ne sais pas. Beaucoup d'interrogations, si peu de réponses finalement. Et donc voilà. On a terminé sur Roar. On a terminé sur Roar. Alors, c'était notre épisode Frickson. Alors, comme vous avez vu, on avait parfois un peu moins de choses à dire parce que, je pense qu'on va être très honnête aussi, c'est des films qui sont souvent extrêmement hermétiques. Ouais. Crumbs, Loth, Roar. Inbred, moi je le considère juste comme un film où en fait, tiens, il y a des films, il y a des films où tu peux les résumer par des onomatopées. C'est-à-dire, moi par exemple, tiens, Suspiria, c'est genre, waouh, Inbred c'est. Tu vois, c'est ça. Donc. Ah, bah c'est le cheval, ça. Voilà, c'est ça. Donc, je reste dans la thématique équidée. Mais voilà, c'est des films où on avait aussi un peu moins de choses à dire. Alors, désolé, ça fait un peu moins de contenu, mais c'est aussi, des films où. Je pense que. Je ne peux que vous inviter à les voir. Et expérimenter, en fait. C'est-à-dire, Loth, c'est. Voyez-le déjà au moins pour les images. C'est magnifique. Mais oui, c'est très beau, Loth. C'est raide. Roar, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vraiment beaucoup de points d'interrogation, on va dire, sur ces films-là. Mais voilà, on espère quand même que ça vous a plu. Ouais. Alors, c'était notre 9ème épisode, donc pour un épisode retour après 5 semaines d'absence, après 3 semaines en trop d'absence, disons, voilà. C'est peut-être pas le meilleur. Enfin, en termes de contenu. C'est pas l'épisode où nous, on a le plus de choses à dire. Voilà. Après l'épisode 10. Soyez assurés que l'épisode 10, je table sur un plus de 2 heures. Minimum parce que on va avoir des choses à dire. Ça va être notre 2ème épisode centré sur un réalisateur, on ne dit pas qui, évidemment. Ça va être très complet. Alors après, sur les épisodes, on a déjà des idées de sujets à voir. On a un épisode sur un pays qui traîne, faut voir si on fait sur celui-là ou si on fait sur autre chose. On a l'épisode sur les femmes qu'on va sûrement faire, parce que je suis une réalisatrice, qu'on va sûrement faire. On a des épisodes sur même des thèmes qu'on veut aborder ou réaborder. Hein. Je sais que Slasher 2 revient assez souvent quand on fait des sondages sur le compte Instagram. J'hésite à... Moi, Slasher, j'en ai un en tête, mais faut que je vois s'il est bon, en fait. Faut que je vois si, en le revoyant, je le trouve toujours bon. Parce que tu sais, ça peut être ça aussi le cas de tu le revois, tu te dis bah non, en fait. Bah non, c'est pas ouf. Ouais, mais bref, plein d'idées, plein d'envies. N'hésitez pas toujours à nous faire des retours, à liker, à partager, enfin bref, toujours génial. J'ai vu, on a dépassé un peu plus de 100 écoutes, voire même, non, beaucoup plus. J'ai plus le chiffre exact en tête. Tu m'avais pas dit 120 auditeurs réguliers. Ça, mais... Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'écouter. Ça nous fait très plaisir. Après, en plus, la qualité son est revenue. Yes. Donc voilà. N'hésitez pas à suggérer des thèmes. On prend de tout. On a déjà une bonne liste, mais on prend de tout, évidemment. Merci à tous ceux qui partagent les épisodes sur les réseaux quand ils sortent. Toujours, c'est gros cœur. On vous aime. N'hésitez pas à aller voir Frickson. C'est une plateforme géniale. Oui, évidemment, on le relance, mais voilà, Frickson. Les gens qui la tiennent sont fantastiques. À nouveau, on n'est absolument pas sponsorisé. C'est juste qu'on tenait à mettre en avant. Voilà, c'est une plateforme qui fait du très bon boulot. Et une plateforme qu'on aime, une plateforme... Voilà, en tant que fan de cinéma fantastique et qui aimons découvrir quelque chose de différent, Frickson permet de subvenir à ce besoin. C'est ça, disons, parce que, encore une fois, je l'ai dit, la comparaison avec Shadows va forcément se faire, mais... C'est moins mainstream, même si Shadows n'est pas non plus ultra mainstream. Oui, mais si vous cherchez quelque chose d'un peu différent, des propositions qu'on n'a pas l'habitude de voir, plus confidentielles, de pays qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre typiquement là on avait la Colombie, on avait l'Éthiopie, voilà, c'est pas des pays qu'on a l'habitude de voir. Et par exemple, on parle par exemple, mais enfin je me répète, pardon, mais c'est aussi l'avantage de cette plateforme, et moi je sais aussi que c'est vraiment pour ça que je l'aime, c'est le fait que j'adore me faire surprendre. Parce que autant ça peut être des grands classiques qu'on adore revoir, revoir, découvrir, etc. Là c'est vraiment le fait des films dont on a potentiellement jamais entendu parler, mais qui peuvent amener une vraie... qui peuvent avoir des vraies propositions. C'est-à-dire par exemple Crumbs. Est-ce que j'ai aimé? Je sais pas vraiment, mais je suis très content de l'avoir vu parce que j'ai quand même découvert quelque chose, j'ai découvert une vraie facette, et surtout, comment dire, c'est quelque chose que je vois pas tous les jours, et c'est aussi pour ça que j'aime cette plateforme, c'est le fait, enfin là pour le coup c'est un plaidoyer totalement personnel, mais c'est le fait de découvrir des choses auxquelles je ne suis pas forcément habitué. Crystallize, je n'en avais jamais
jamais entendu parler avant que tu prennes. Vraiment pas. Luth, je l'avais déjà vu. Mais ça nous une proposition qui est assez unique. Et en quelque sorte, je connais pas beaucoup de plateformes mainstream qui ont cette façon d'aller chercher des films peut-être plus discrets, on va dire. Il y a Shudder aux États-Unis, mais Shudder, ils ont vraiment une politique du chiffre qui est parfois un peu gênante, c'est-à-dire qu'ils ont des très bons films, vraiment. Par exemple, ils ont The Lair de Neil Marshall, que j'ai vu et qui est... Et alors ? C'est sympa, c'est The Descent en version teubée, en fait, c'est ça. Parce que The Descent qui est un excellent film, quoi qu'on en dise. En tout cas, qui est beaucoup mieux écrit que The Lair, même si je trouve The Lair très sympathique. Oui, The Lair c'est sympa, mais c'est foncièrement con, oui. Mais je préfère The Lair à Inbred, parce qu'au moins t'as une photo. Moi aussi. T'as une photo, t'as un réal, t'as des effets spéciaux, enfin bref. C'est autre chose. Et tu vois, par exemple, typiquement, à côté Shudder, ils ont Loth, mais ils ont aussi le film de Logan Paul. Pas le Airplane, hein. Ils ont un film d'horreur avec Logan Paul, qui est une des affiches les plus moches du monde. Je sais plus le nom, cherchez film d'horreur Logan Paul, vous trouverez. Voilà. Un film d'horreur avec... Sur Shudder ? Ouais, sur Shudder. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve vraiment la proposition de Frickson vraiment intéressante. Et ils ont vraiment une quantité de propositions de films. Can't Take It Back ? Je crois que c'est ça. Oui, c'est bien ça. Regardez l'affiche de Can't Take It Back, elle est dégueulasse. Et voilà. Donc Frickson, c'est super. Surtout pour 5€ par mois, honnêtement, vous rentabilisez ça extrêmement vite. Allez-y, c'est de la bonne. Quelques conseils de titres, peut-être, de films sur Quelques Frickson, conseils de titres, évidemment. Alors, il y a quelques mois, j'aurais recommandé Charlie's Farm, évidemment, qui est à nouveau un espèce de slasher. J'avais hésité à parler de Chris Sun sur le site, en fait. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui a une grande personnalité ? Je sais pas, je l'avais démarré, mais est-ce que je le reprendrai ? Je sais pas. Parce que c'est... Voilà, c'est... J'aime bien Boar, j'aime bien Charlie's Farm, mais bon, Daddy's Little Girl, je trouve ça bien, entre guillemets, mais c'est pas... À part sa valeur choc, je sais pas si ça a grand-chose à proposer. Et The Possessed, que j'ai pas vu, mais que j'ai en DVD. Je l'ai chopé en DVD, qui est visiblement un peu chiant à trouver, donc je suis content. Okay. Voilà, il y a Boar, j'avais aussi pensé, je crois qu'il y a Killer Clowns from Outer Space. Il me semble, ouais. Qui est un excellent film. Ouais. Donc toi, est-ce que tu as quelques titres éventuellement ? Moi, je vais me baser sur... En fait, l'année dernière, j'ai fait une sorte de tour du monde Frickson. Donc je cherchais des films de pays dont on n'a pas l'habitude de voir. Mais donc clairement, Mondo Manila, que perso j'ai pas super aimé, mais qui est une expérience à vivre pour le coup, c'est... Il y avait aussi, je réfléchissais en même temps, le Nocturna face A et face B. Oui, Nocturna face B, qui sont des films argentins. Que je n'ai pas vu, mais qui a visiblement la réputation d'être une expérience. C'est une expérience, Nocturna. Beneath the Sea of Light, dont j'ai parlé du coup, qui est un film des Émirats Arabes Unis. Aussi, à dire, quand je dis expérience, pour parler d'un film, c'est absolument pas condescendant, ou c'est absolument pas insultant. Je dis vraiment ça d'une façon apaisée, entre guillemets, dans le sens où c'est un film qui a pas forcément beaucoup de comparatifs, ou beaucoup de comment dire, je perds mes mots. C'est un film unique, on va dire, unique, voilà. Original. Donc quand je dis expérience, c'est absolument pas péjoratif ou autre, c'est vraiment plus pour décrire le film ou décrire ce que je ressens dans le film. Même si, bon, à nouveau on pourrait débattre, tout film doit être une expérience. Bref, je me comprends et j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ouais, moi aussi, si j'avais des titres à conseiller, donc... Transylvania 65000. Le film d'horreur avec Jeff Goldblum. Ouais, et le film où ils se sont rencontrés avec Jen Davis. Ah ouais ? Ouais. Mais écoute, je ne savais pas. Diablo Rojo, film d'horreur panaméen. Aussi. Très bonne expérience, ça aussi, vraiment. Il est bien ? Il est cool. Je l'ai pas vu. Parce que si je pensais, ça me fait penser aussi. Sur Frickson, il y a, si je dis pas de bêtises, les deux Chrome Skull. Oui, il y a Lake to Rest et Lake to Rest 2. Je trouve parmi les deux meilleurs néo-slashers, qui sont à nouveau très bêtes, vraiment. Alors le 1... Je trouve le 2 meilleur. Le 1, il a pas grand chose pour lui. Il a quand même des kills assez impressionnants, et en termes d'iconisation de son tueur, ça se pose là quand même. Oui. Après le 1, c'est un peu Terrifier 1 et 2 en fait. C'est-à-dire que le 1, à part les kills, t'as pas forcément grand chose, à part un tueur extrêmement iconisé, et qui a vraiment une ambiance sale. Tu vois, y a vraiment un côté crade un peu, même si le 1 est cheap, hein, comme Terrifier 1 d'ailleurs. Oui. Et Let to Rest 2, donc Chrome Skull, qui est sorti en France sous le titre Skull, je comprends pas ce truc. On va sortir le 2, mais pas le 1, pourquoi pas. Et on va pas dire que c'est le 2. Ça c'est génial ça. Même si j'adore la tagline du film, souriez, vous êtes filmé. Ça c'est drôle. Et le 2 pour le coup monte un peu en univers, monte un peu en gamme, en proposant un univers
plus fourni, plus abouti, même si je dis pas de bêtises, il me semble que le réal est mort. Et du coup, on n'aura pas de 3. Ce qui me dégoûte un peu parce que pour le coup, ça aurait pu donner un truc intéressant. Et je te laisse continuer sur le catalogue. Ouais, donc il y a le film. Alors, le film suisse, le film choral suisse qui s'appelle Wonderland. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est grosso merdo une sorte de film horreur SF. Pas trop horreur, pas trop SF non plus. Ouais, drame horreur SF. Qui parle en gros de l'isolationnisme suisse matérialisé par une sorte de tornade qui les coupe du monde. Quoi ? Ok. Mais c'est à nouveau, c'est ça aussi l'avantage de Frickson, une proposition diverse. Voilà. Innkeepers de Ty West, qui pour le coup est un super film, vraiment. Et alors, ah oui, film espagnol aussi que je conseille très fortement, Matar a Dios. Matar a Dios, qui est, je vois l'affiche, qui est un excellent film aussi. Donc pour le coup, si moi je peux à nouveau me permettre de recommander... Alors, vas-y. Juste, je finis, 2 courts-métrages. Night of the Living Bread. Pas vu, mais en fait, La nuit des morts vivants avec une tranche de pain de mie. Je veux pas voir ces trucs-là, moi, je veux pas. Et l'attaque du monstre géant suceur de cerveau de l'espace. On va s'arrêter là. Voilà. Alors, nous, sur Frickson, il y a aussi Mausoleum, dont on avait parlé dans l'avant-dernier épisode ou de l'avant-avant-dernier. Avant-avant-dernier, parce que avant c'était Meta, avant ça c'était Big John, et avant ça c'était Positif. Il y a Messiah of Evil, qui est un excellent film. Il y a Nightshot, oui. Qui est un chef un petit chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai. Si vous avez aimé Deadstream, c'est un peu pareil. Et pour le coup, ça fait flipper. Nightshot, ça fait vraiment flipper. Si je suis dans les trucs qui font... il y a Dementia 13, le premier long métrage de Coppola, qui ne soit ni une choréale ni un porno. Il y a... moi je peux parler de My Soul to Take, qui est un très mauvais film, mais devant lequel je prends beaucoup de plaisir. J'ai le Blu-ray 3D de My Soul to Take. Qui est le dernier film, enfin l'avant-dernier film de Wes Craven, qui est pas ouf, qui est vraiment pas ouf, mais qui mérite le détour, qui est intéressant pour comprendre pourquoi est-ce que l'horreur des années 2000, je trouve, ne fonctionne pas. Il y a La Maison au fond du parc. La Maison au fond du parc de Deodato. De Deodato, qui est un... Tu l'as vu ? Je l'ai vu. Tu décrirais comment ? La dernière maison sur la gauche, 2. Ouais, il y a un peu cette vague, d'autant plus qu'il y a... c'est le même acteur. C'est Billy Drago, je crois, l'acteur qui s'appelle. Non, c'est pas Billy Drago, je crois que je me perds. Alors après, il y a aussi de l'horreur japonaise. C'est-à-dire qu'il y a The Cat, qui est un super film hongkongais. Il y a, alors je crois que c'est le film hongkongais, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est lui. Il y a Dead Sushi, qui est... Dead Sushi, oui. Bon, faut aimer la vibe Sushi des fous, voilà. on va dire. D'ailleurs, Dead Sushi, je l'avais découvert pendant un live Frickson, parce que fut un temps où il faisait des lives. Je crois qu'ils vont le refaire, non ? À vérifier. Peut-être. Mais fut un temps où il faisait des lives, et c'est comme ça que, du coup, j'ai revu Creepshow 2. C'est comme ça que j'ai découvert Elvira, c'est comme ça que j'ai découvert Dead Sushi. C'est comme ça que j'ai découvert aussi Trail of the Screaming Foreheads, où c'est des extraterrestres en forme de front qui arrivent sur Terre et qui se greffent du coup sur les fronts des gens pour prendre possession de leur corps. Après, je continue rapidement sur le catalogue. Il y a, je pense, les 3 meilleurs Sushi Typhoon. Il y en a plusieurs des Sushi Typhoon, mais les 3 meilleurs qui sont Tokyo Gore Police, Vampire Girl versus Frankenstein Girl et Helldriver. Helldriver, je pense que c'est le plus taré en fait, parce que c'est comment dire, le truc où le scénario a le moins d'importance, mais il y a des effets gore assez tarés. Alors si vous voulez pas voir Sushi Typhoon, si vous connaissez pas, vous voyez Tokyo Gore Police, vous aurez vite le concept. Voilà. Et si vous voulez continuer entre guillemets, je vous invite vraiment à vous concentrer sur le réal Yoshihiro Nishimura, que je pense être le meilleur de la firme. Parce que tu connais pas assez. Bah en fait c'est celui qui a fait Tokyo Gore Police, Helldriver et Frankenstein Girl, Vampire Girl. Ouais, bah j'ai pas vu le Driver mais j'ai vu les 2 autres. Ouais. Parce que c'est le truc où les histoires se tiennent entre guillemets le plus. Maintenant tout est relatif. Après si on va dans la proposition culte qu'ils ont rapidement pour continuer de continuer un petit peu à brasser un peu le catalogue avec quelques recommandations un peu diverses et variées ma foi. Ils ont du full cheese, ils ont l'au-delà. Ils ont par exemple ils ont l'au-delà, alors que je me perde, mais ils ont... Alors visiblement, ils avaient, non plus, je suis désolé, mais ils avaient la maison du cimetière, je crois. Ah, la maison près du cimetière ? La maison près du cimetière, qui est un très bon film, je trouve que moi j'aime beaucoup. Ils ont Le Couvent de la Bête Sacrée, qui est un film que j'adore. Que j'ai pas vu. Society, de Brian Usna, évidemment. Voilà. Non, vraiment, c'est plein... Une chouette proposition, notamment en France. On vous invite vraiment à découvrir ça. Et si vous voulez de la bestiole, il y a aussi Mega Piranha, Battle Dogs, Mega Python contre Gatoroid, enfin bref, ce genre de trucs. Réalisé par Marie Lambert.
Ouais, Marie Lambert qui a... Bref, c'est... La réal de Cimetière. De Cimetière 2. De Cimetière 2, okay. N'oublions pas Cimetière 2 quand même. Qui vient de sortir d'ailleurs, il y a un coffret Blu-ray qui est sorti à la Fnac il y a pas longtemps avec Cimetière 1 et 2. Ouais. Ouh. C'est peut-être pas le truc le plus important. Ouais, concentrez-vous sur le steelbook de Cimetière plutôt qui est magnifique. Voilà, et je viens de voir aussi, pour être sûr, il y a également un film que j'aime énormément qui est Évolution de Lucilla Dilalilovic, que je trouve être un film vraiment exceptionnel. Je connais pas. C'est pas une évolution pour ce film de Ivan Reitman, mais. Bah, Évolution, c'est Lucilla Dilalilovic, celle qui avait fait Innocence, ou un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle. Je n'ai plus le titre, mais qui est un film qui est magnifique. Mais qui à nouveau, on parle de film raid, bah voilà. Donc voilà, c'est vraiment. N'hésitez pas à aller fouiller le catalogue de Frickson, il y a vraiment plein de jolies choses. À nouveau, on a parlé de Nightshot, qui est vraiment un très 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 bon film, qui est un film en plan séquence sur des explorateurs des urbexers qui vont aller dans un endroit hanté, un hôpital psychiatrique, je crois. Qui est hanté, qui est vraiment assez impressionnant sur ce qu'il arrive à faire. Pour le coup, c'est dans le 95, au sanatorium d'Incourt. Ouais, pour ceux qui y sont déjà allés d'ailleurs, vous reconnaîtrez sûrement l'endroit. Moi, je suis déjà allé, du coup, depuis d'ailleurs, c'est le film qui m'avait donné envie. Okay. Donc voilà, c'est vraiment un chouette site, chouette proposition. Et puis voilà, tout simplement. Alors, du coup, pour le prochain épisode, on a déjà dit que c'était un réal. Ouais, est-ce qu'on en dit plus? Non. C'est un réal européen. Européen, très connu, très 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 connu. Voilà, on va pas non plus trop déflorer tout de suite. Voilà ça, n'hésitez pas à faire des retours à nouveau, sûrement un truc de Tatane qui arrive bientôt. Voilà. À voir, parce que je sais que là, il y a plusieurs films que j'aimerais voir. J'aimerais voir le Carter qui est sur Netflix avant, donc j'ai eu des retours un peu mitigés, mais voilà. Et à nouveau, quand je continue dans la divulgation, Balle perdue sur Netflix, si vous avez l'occasion, c'est très chouette. Balle perdue 2, tu veux dire Le 1 et le 2, okay. J'avais déjà vu le 1, je l'ai revu. Ça me fait juste penser, n'hésitez pas. Donc voilà, donc merci encore d'avoir écouté jusque-là. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, à aimer, commenter, tout ce que vous voulez. Merci Corentin pour cet épisode. Mais de rien, merci à toi, évidemment. Merci à toi pour Miranda des Cristal, qui est un film très très bon film. Tu l'aurais pris si je l'avais pas pris. Je le connaissais même pas, donc je pense qu'en fouillant je l'aurais trouvé, j'aurais fait vas-y l'affiche est sympa, mais je n'avais jamais entendu le nom, ni même vu l'affiche. Okay. Vraiment. Mais c'est ça aussi l'intérêt de Frickson et des plateformes en général. Voilà, bref, si on fait un épisode Shadows, ce qu'on fera très sûrement, ça arrive. Alors, tu sais quoi, on va faire un truc, je pensais juste un truc, outons tout de suite. Après l'épisode qu'on a envie de faire juste après, on veut faire un épisode asiatique, plus spécifiquement sur le Japon. Maintenant, on est en débat. Est-ce que vous préférez, on peut le demander au public, on peut demander. Est-ce que vous préfériez un film centré sur le Japon? On mettra sûrement un truc en story pour reposer la question. Un film centré sur le Japon, c'est-à-dire un film où on prend le Japon et on prend plusieurs films. Ça peut être de l'adaptation de manga, ça peut être... Sachant que on s'interdit les films de gros réals. Genre on s'interdit Miike, on s'interdit Shimizu, on s'interdit Nakata, ce genre de trucs. Le but, quitte à falloir faire des épisodes dédiés. On s'interdit ces réalisateurs-là, le but c'est d'aller piocher un peu. Genre moi je sais que je prendrais Aya Mihiro de Sato, I Believe, sachant que si on autorise à varier un petit peu les genres, on va dire, je prendrais sûrement Violence Action qui est un Girl with Guns sorti en 2022, dont l'héroïne est une tueuse à gages lycéenne aux cheveux roses. C'est super. Enfin, c'est pas vraiment fantastique à proprement parler, c'est plus action, mais si on considère John Wick comme fantastique, on peut peut-être rentrer un petit peu. Bref, voilà. Donc, est-ce que vous préférez un truc comme ça, ou est-ce que vous préférez un épisode centré sur un réal japonais? Sachant qu'on a aussi prévu des épisodes d'adaptation de manga, et aussi d'adaptation de manga par l'étranger. Prévu, ce sont des idées qu'on a à voir, parce que l'adaptation de manga par l'étranger, il faudra quand même voir si on peut en remplir un épisode. Ça doit pouvoir se faire. Entre Training Freeman, Edge of Tomorrow... Ça fait 2, il en manque 4. Dragon Ball Evolution. Non. Donc est-ce que vous préférez, donc, la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, un épisode réalisateur, et après un autre épisode réalisateur? Speed Racer. Bien vu. Ça peut être Shimizu, ça peut être Nakata, ça peut être Miike, ça peut être même des réals moins connus, ça peut être Teruo Ishii, ça peut être... Alors, on ne fera pas d'épisode sur AZB. On ne fera pas d'épisode réel très compliqué, notamment ce qui montre, on va dire. On fera pas d'épisode là-dessus. Parce que, pour des raisons morales, tout simplement. On fera un épisode sur Notion, par contre. Ça, c'est sûr, en précisant que le mec est visiblement une merde. Je t'avoue que je connais pas du tout les affaires du gars, donc... Bah, visiblement, c'est des attouchements, ce genre de trucs. Donc faut pas, ça sert à rien. Voilà, donc...
très bon film, réalisateur de merde. Donc voilà. Est-ce que vous préférez 2 épisodes réels d'affilée ou soit on vous fait choisir l'épisode réel japonais, soit nous on choisit, bref, on s'arrange. Aux dernières nouvelles, on n'a pas fait de... À part l'Espagne, on n'a pas fait d'épisode pays. Non, donc voilà. Ou est-ce que vous voulez un truc Japon? Pour l'instant, on est plus dans l'idée Japon. Ouais. Mais on était en hésitation, c'est pour ça qu'on demande. Sachant que si on fait Japon, il y aura de l'adaptation de manga, il y aura du fantôme aux cheveux longs et crades, enfin bref. On va prendre de tout. Il y aura du... Comment ça s'appelle déjà les fantômes cheveux longs, c'est... Les J-Horror. Non, mais... Ah, je vois, oui. Les Hikikomori, non, je crois. Je crois aussi, bref. Il y aura de tout, ça c'est sûr. Sachant que, est-ce qu'on s'autorisera peut-être à divaguer un petit peu, en allant peut-être sur des trucs un peu plus typé action, enfin bref, pour varier. Ah non, les Hikikomori, c'est les mecs qui vivent reclus chez eux. Non, je pensais à ce mot-là parce que dans... J'appelle ça les weebs. Oui, non, oui, dans Roar, les mecs qui vivent... oui, il faut les fermer, là, ça me rappelle les Hikikomori. Et donc, on fera... bref, on vous laisse décider. On variera peut-être un petit peu à nouveau sur les peut-être qu'on dira un peu plus sur l'action japonaise. Enfin bref, on verra. Beaucoup d'idées, si peu de temps. On vous laisse choisir. Merci encore à vous et à dans 2 semaines, tout simplement. 2 semaines.